Salam alaikum. On va aller en Merci à tout le monde. Aujourd'hui, nous vous proposons une conversation. On vous présente ça vraiment comme une conversation parce qu'on aimerait que l'espace ne reproduise pas les configurations patriarcales que l'on connaît, qui vont donner de l'expertise ici, des personnes informées là-bas. Donc non, on veut des échanges parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de savoir dans l'espace et donc on aimerait en profiter aussi de ce côté. Et donc idéalement, bien sûr, qu'on serait en cercle et tout, comme Koumba Touré l'aurait fait. Donc merci. Il y a Zoubida ici, il y a Paul, Sama, il y a Tissou et Fatimata est censée être avec nous. Elle va arriver d'un moment à l'autre. Alors, donc, comme vous le savez, comme vous l'avez certainement vu, c'est une conversation avec des écrivaines. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des femmes qui vont nous parler de leur travail, de justement à quel moment, comment ça se joue justement ce changement-là, passer de objet d'écriture à sujet aussi d'écriture. Alors, donc, ce que je voudrais proposer, c'est que les panélistes se présentent. Et que rapidement, très très brièvement, et que là, après, on entre dans notre conversation. Idéalement, comme je disais tout à l'heure, on aurait échangé un peu plus. Voilà, donc la première heure sera consacrée à l'échange entre les panélistes. Et par la suite, on va échanger entre vous, ici, etc. La parole va circuler. L'autre chose que je voulais faire, c'était une précision, c'était attirer l'attention des unes et des autres, des uns et des autres, sur les micro-agressions dans l'espace. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'éviter tout ce qu'on vit déjà dehors comme femme. Lorsqu'on parle de féminisme, lorsqu'on parle, je sais pas, d'écriture au féminin, de militantisme. Donc, on va essayer d'éviter cela parce que ça n'apporte rien au débat et ça ne nous permet pas de nous sentir en sécurité. Donc, merci de respecter ça dans l'espace, s'il vous plaît. Je vais commencer par Paul. Je vais vous donner la parole juste pour vous présenter rapidement. Merci. Merci, modératrice. Bonsoir à tous. Bonsoir à mes sœurs ici présentes dans le panel. Je m'appelle Paul Sama. Je suis camerounaise. Je suis écrivaine et je suis une femme. Je loue ce premier salon féminin du livre ici à Dakar. Je salue vraiment l'initiative. J'adresse toutes mes félicitations à Amina Seck pour ce qu'elle a entrepris. Nous en sommes toutes très très contentes. Pour me présenter brièvement, une petite, comme on dirait, autobiographie. Je vais partir beaucoup plus sur mon parcours académique et professionnel. Donc, académiquement parlant, j'ai un master en politique et relations internationales. J'ai aussi un master en management, gestion de projet. Je suis doctorante. Je prépare une thèse sur les questions liées au genre, l'identité culturelle des femmes et les élites féminines face aux challenges de développement local. En parallèle, je fais partie d'un projet qui s'appelle Inspiration au féminin. C'est un projet qui donne le temps aux femmes de parler d'elles. Donc, les femmes soulèvent leur voix pour parler de leurs expériences dans l'optique d'encourager les femmes à être beaucoup plus visibles. Je défends les causes nobles, n'est-ce pas? Je défends les causes nobles et j'aide à mon niveau, n'est-ce pas, les autres sœurs et même plus d'autres, n'est-ce pas, à vouloir s'en sortir. Donc, brièvement, je pense que c'est ce que je pourrais dire pour ma personne. Merci beaucoup. Je pense que nous avons beaucoup à nous dire durant cette séance. Merci. Super, merci beaucoup. Donc là, je passe la parole à Tissou. Merci. Donc bonjour à tous. Donc mon nom est Aïssatou, mais tout le monde m'appelle Tissou. Je suis formatrice et coach. Je travaille dans une multinationale à Conakry. J'habite en Guinée, mais j'ai grandi à Dakar. J'ai fait 11 ans à Dakar. Ensuite, j'étais en France et maintenant, je suis à Conakry. Et je suis responsable communication interne, engagement des salariés et culture managériale. Et à côté, j'ai ma petite structure où je fais de la formation, du coaching, de l'organisation de team building et d'événements. Donc voilà pour ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc moi, je suis une passionnée de l'humain. Quand je dis passionnée de l'humain, c'est vraiment, je suis passionnée par les femmes, je suis passionnée par les hommes. Mais quand on traverse beaucoup de choses, des fois, on est un peu déçu de l'humain. Donc j'essaie de ne pas être déçu de l'humain et j'essaie de continuer le combat que je mène depuis des années. Donc je suis auteure. J'ai sorti mon premier livre en 2019 qui s'intitule « Tous les secrets de nos cœurs au-delà des apparences ». Suite à mon histoire, ce que j'ai vécu, il fallait que je l'exprime, il fallait que je l'extériorise parce que j'étais malade. Ça m'a plongée dans une
dans une dépression, voilà, et il fallait que je guérisse. Et donc justement, je parle de cette double culture que j'ai, triple culture même, puisque j'ai une culture sénégalaise, guinéenne et française, et que c'est très difficile dans nos sociétés africaines de pouvoir s'exprimer. Et donc il fallait trouver le moyen d'exprimer tout ce que j'avais à exprimer, sans choquer, sans blesser. Et donc je pense que j'ai réussi à le faire au travers d'un livre un peu fou. J'appelle ça un livre fou parce qu'il n'est pas du tout comme les autres livres. Et là, je suis sur plusieurs autres projets d'écriture. Donc le prochain va s'appeler L'exil vers soi, parce que je suis quelqu'un qui donne énormément. Et d'ailleurs, on me dit pense à toi maintenant. Donc c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, Zoubida m'a tapé dessus. Pense un peu à toi. Donc L'exil vers soi. J'espère que je le terminerai cette année. C'est pas évident d'écrire. Et on en parlera. Donc voilà, si je devais me définir. Et j'ai 2 devises, moi. Ma première devise, c'est fais sourire une personne par jour et tu souriras toute ta vie. Et ma deuxième devise, c'est j'offre ce que j'aime recevoir. Et tout simplement, c'est partager du bonheur. Voilà. Donc voilà comment je pourrais me présenter. Super, merci beaucoup. Zoubida? Bonjour tout le monde. Moi, en règle générale, mes présentations, elles sont extrêmement courtes. Et donc, je suis Zoubida Fall. Je lis, j'écris, je parle, j'observe et je partage avec le plus grand nombre. Si je devais résumer ma présentation, ce serait exactement ça. J'étais une lectrice compulsive, je suis une auteure erratique, je suis une grande observatrice devant l'Éternel. Ma passion, c'est d'observer les gens vivre, tout simplement. Et je les observe aussi partager leur passion. Et donc, ne vous étonnez pas si vous, sur les réseaux sociaux, vous me voyez dans des groupes d'éleveurs de moutons, même si j'y connais rien. Mais la passion avec laquelle ils expriment ça, je trouve ça fascinant. Et donc, je peux rester des jours à suivre les pédigrés de moutons, tellement eux, ils sont heureux quand ils le disent. Donc, ne vous étonnez pas, c'est moi. Je partage avec le plus grand nombre. Je partage avec le plus grand nombre parce que je considère, si on revient un petit peu à l'écriture, j'écris sur le jugement dans notre société sénégalaise, sur la perception de l'autre, sur le regard que nous portons sur l'autre. Et le tout, je parle en règle générale des femmes. À 99,9%, ce qui m'intéresse, ce sont les femmes. Donc, à chaque fois que je parle des hommes, je parle aussi des femmes et je traite ça sur un angle purement féminin. Et je partage avec le plus grand nombre, tout simplement parce que je considère que nos voix, en tant que femmes, ne sont pas complètement amplifiées. Ça fait des milliers d'années qu'on entend des voix. Mais essentiellement, si on observe bien, les voix que nous entendons sont des voix d'hommes. Et je pense que les voix de femmes doivent se faire entendre, peu importe le sujet qu'elles abordent. Elles ont le droit de ne pas être intelligentes, mais de parler comme tout le monde. Elles ont le droit de dire des choses pertinentes et de les exprimer comme tout le monde. Elles ont le droit de se planter, mais de se planter en beauté ou de se planter en plein milieu de la place de l'Indépendance. Elles le font. Mais dans tous les cas, elles ont le droit de prendre la parole, de s'exprimer et que ça s'entend. Et du coup, ce pourquoi je milite à chaque fois, c'est de faire en sorte que leur voix soit amplifiée, peu importe ce qu'elles disent, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est que ce soit entendu et qu'elles aient le droit de le dire. Et derrière le droit de le dire, c'est de s'assurer qu'elles ont toujours le choix. Parce qu'on l'oublie très souvent, mais je pense qu'elles n'ont pas tout le temps le choix. De s'assurer que chacune des femmes a le choix de dire, de pas dire, de faire, de pas faire, mais d'être elle-même. Et donc, je suis auteure, je suis podcasteuse, je suis Saint-Louisienne avant d'être sénégalaise. Et voilà, je suis Zoubida Fall. Merci beaucoup, Zoubida. Alors, Fatimata? Alors, bonjour, je suis ravie d'être parmi vous, vraiment, dans cette belle salle. Elle est vraiment magnifique, avec ses pierres apparentes. Bon... Voilà, je suis Fatimata Diallo Ba. Je suis maman de 3 enfants et un peu une synthèse des 3 personnes précédentes qui ont parlé. J'avais l'impression qu'elles parlaient de moi en parlant d'elles. Et c'est exactement cela. Je crois qu'en parlant des autres, je parle surtout de moi. L'écriture me permet de m'exprimer. L'écriture me permet, à moi qui suis une ancienne timide, qui me cachait sous les tables quand il y avait une personne qui venait à la maison. Je crois que j'écris pour exorciser mes peurs d'enfant. J'écris pour briser mes murs. J'écris pour hurler, pour crier, parce que lorsque je suis seule face à ma feuille, ben, je me sens libre. Je me sens libre et je me sens libre d'aller où je veux. Je me sens libre d'endosser n'importe quel vêtement. Je peux être blanche, je peux être noire, je peux être rouge, je peux être homme, je peux être enfant, je peux être vieux, je peux être sur tous les continents, je peux être sur toutes les mers. Et ça, cette liberté-là, c'est l'écriture qui m'a permis d'avoir cela. Si je
peut me définir autrement, c'est que je n'ai jamais quitté l'école. Malheureusement pour moi, je suis tout le temps en train d'apprendre. Je suis tout le temps je suis encore un enfant attardé. Je suis encore à l'école. J'ai fini l'école et j'y suis retournée encore pour enseigner et j'enseigne encore et je suis demeurée l'enfant qui n'a jamais quitté les bancs. Je comprends maintenant, en écrivant, pourquoi je pleurais toujours à la fin de l'année scolaire. Toutes mes copines étaient ravies de partir et moi je me mettais dans un coin et je pleurais. Et on se disait, espèce d'hypocrite, va, tu pleures? Non, c'est pas possible. Eh bien si, j'aime l'école et c'est ainsi, je crois que je ne la quitterai jamais. Merci beaucoup Fatimata. Je suis contente que vous vous soyez présentée vous-même. Hein. J'aurais pas pu faire ça moi. De rendre ça avec autant de générosité, nous partager vos parcours, vos complications, vos complexités. Donc merci. Je pense qu'on aura le temps de retourner dans certaines questions. Et Fatimata, je pense que vous avez anticipé la première question que nous avions. C'est génial. On allait vous demander pourquoi vous écrivez, pour qui vous écrivez. Alors, pourquoi j'écris? D'abord, dans le mot écrit, il y a cri. Mon premier roman s'appelle Des cris sous la peau. Si ces cris sous la peau se sont exprimés dans un livre et disent pourquoi je les ai couchés sur le papier. D'abord parce que nous vivons dans une société en tant que femmes, parce que nous sommes femmes, justement. Nous vivons dans une société qui nous dénie le droit d'être nous-mêmes, finalement. Et il fallait que je le dise. Je l'ai dit un petit peu avant, j'écris pour briser mes peurs, pour briser mes angoisses, pour briser mes murs, pour briser les prisons, les multiples couches de prison. Je dois dire que nous vivons sous plusieurs emprises. Emprise masculine, emprise de la société, emprise des assignations de toutes sortes qui nous sont faites et qui nous empêchent finalement de découvrir qui nous sommes. Mais en même temps, je me dis que si j'avais été tranquille dans ma petite vie, jamais je n'aurais écrit. Et que quelque part, il a fallu une faille, voire une béance incroyable que je ne raconterai pas ici. Mais il a fallu cela pour que j'ose enfin délivrer. Je me dis que finalement, écoute, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais et tu vas mourir comme ça. Et donc, voilà, j'écris pour cela, en priorité. C'est beau. Qui veut enchaîner? Merci. Pourquoi j'écris? Et pour qui j'écris? Pour résumer la question, je commence par le pourquoi. Je pense qu'en tant que femme, je pense que nous écrivons pour les mêmes raisons. Je ne pense pas que la raison soit vraiment différente d'une femme à une autre. Il peut y avoir des particularités, mais je pense qu'au fond, les raisons restent les mêmes. En ce qui me concerne, j'écris d'abord c'est-à-dire pour l'humain, c'est-à-dire pour qui je suis, pour la personne que je suis. C'est comme amener de la valeur aux choses, aux gens, à l'être humain, à tout ce que nous pouvons considérer. Donc, d'abord, c'est comme apporter ma pierre à l'édifice, à quelque tard, à quelque problème que ce soit. Pourquoi j'écris? J'écris aussi parce que ça me fait plaisir, ça me donne de l'occupation, ça me donne du temps pour faire autre chose et ça me fait m'évader, voyager, aller dans l'ailleurs, différent de tout ce que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi j'écris? J'écris aussi parce que j'ai envie de laisser mon empreinte. Je veux laisser quelque chose à la génération qui arrive, à nos enfants. Et pourquoi j'écris encore aussi? C'est pour être un exemple de toutes sortes de folies, donc de choses. Donc ma collègue a parlé. Ne pas être une cible sur un problème particulier, mais intéresser toutes les femmes, toutes les couches sociales, quel que soit le type de problème qu'elle rencontre. Pour qui j'écris maintenant? Non, j'écris pour tout le monde. J'écris pas seulement pour les femmes, mais j'écris pour tout le monde. C'est vrai qu'en tant que femme, mon penchant reste pour les filles, les femmes, les mères, les épouses, parce que le côté maternel ne peut pas me quitter. Mais dans son ensemble, dans sa généralité, j'écris pour tout le monde. Personnellement, je peux dire que je suis auteur depuis, mais je ne m'étais pas encore lancée parce qu'il fallait ce déclic, il fallait ce pas. On dit écrire, on peut avoir nos brouillons, comme je les appelle souvent, tant qu'ils ne sont pas encore lus par une autre personne, tant qu'ils ne sont pas publiés, tant qu'on n'ose pas nous faire lire, moi je considère que nous avons encore des brouillons. Donc au stade de brouillon, je n'ai pas le déclic, donc je peux dire que je n'ai pas encore commencé à faire le travail pour lequel je suis appelée à faire.
Donc, ma première expérience en tant qu'écrivaine est quand j'ai publié le livre qui est intitulé « Victoire sur le manque ». Ça retrace le parcours d'une fille, d'une adolescente qui a manqué de tout. J'ai vécu le manque dans ma vie. J'étais avec, c'est-à-dire que je suis née d'une famille père et mère, mais je ne comprenais pas pourquoi je manquais de tout. Je considérais que, voilà, normalement, je dois avoir une vie stable, mais j'ai manqué de tout. Donc, j'ai dû me battre de toutes mes forces. Aujourd'hui, je comprends que c'est un parcours, c'est un chemin. Il fallait que je passe par là pour mieux l'écrire. Si je ne l'avais pas vécu, les mots ne me seraient pas venus pour mieux le dire. Qu'est-ce que je veux dire de tout ce parcours? C'est qu'actuellement, je suis fière. Et pourquoi je suis fière? Parce que je peux le transmettre aux autres librement, avec des exemples précis, avec des détails sur tout le parcours que j'ai pu être. Et à cause de tout cela, l'écriture a toute sa place, elle a toute sa raison d'être. Je pense que c'est ce que je peux dire sur cette question. Merci. C'est génial de relever tous ces éléments-là, mais je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on revienne à tout à l'heure peut-être, ou maintenant, sur la notion de plaisir. Écrire pour le plaisir, donc c'est aussi écrire pour soi, je pense, avant d'écrire pour tout le monde. Donc merci. Tu as dit ce que je voulais dire. Moi, l'écriture est venue à moi, je dirais, parce que je ne savais pas que je pouvais écrire. Moi, depuis toute petite, je me réfugiais derrière mes livres. Je lisais énormément parce que, petite fille enrobée, je recevais toutes sortes de moqueries qui m'ont détruite quand j'étais petite. Et donc, j'ai trouvé le moyen de me réfugier derrière la lecture pour me protéger. Donc, je me suis fabriqué une carapace pour que ça ne m'atteigne pas. Et ensuite, au fur et à mesure que je grandissais, j'écrivais de tout, surtout sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'écris d'abord pour moi. J'écris d'abord pour moi parce que quand je suis face, par exemple, à une situation qui me dérange, ça bouillonne en moi. J'ai besoin de sortir les choses, sinon je suis pas bien. Donc d'abord, j'écris pour moi. Donc j'ai commencé par écrire des textes que j'ai publiés sur les réseaux sociaux ou que j'écrivais, que je gardais pour moi ou que je faisais lire à des amis. Et c'est au fur et à mesure que, lorsque j'ai traversé donc une expérience dans ma vie et que j'ai été plongée dans cette dépression et que des amis m'ont dit « mais il faut que tu écrives, tu écris bien, sors ce qui est en toi parce que tant que tu l'auras pas sorti, tu ne guériras pas. » Et donc, j'ai d'abord écrit pour moi, j'ai mis énormément de temps à exprimer ce que je voulais exprimer. J'ai pas tout exprimé, j'ai dû exprimer 1/10 de tout ce que je voulais, mais c'était déjà un premier pas. Et après, je me suis dit, si moi je vis ça, sûrement les autres doivent le vivre. Et donc ensuite, écrire pour les autres, pour que mon histoire puisse servir aussi à aider les autres à guérir. Donc moi, quand j'écris, vraiment, il faut que je sois face à une situation qui me dérange et qu'il faut que je sorte de mes tripes, de mon ventre, de mon cœur. Ensuite, pourquoi j'écris? Je l'ai dit, pour extérioriser ça, mais par plaisir. Parce qu'on peut aussi écrire, maintenant j'arrive à écrire de tout et de n'importe quoi. Je peux me lever le matin, mettre un texte sur Facebook pour faire rire les gens. Je suis une folle, moi, je me considère comme folle. Ce matin, j'ai adoré l'intervention de Ken Bougoul quand elle disait qu'il faut être folle. Donc je suis vraiment folle parce qu'il peut m'arriver... Une personne va me donner un mot et ça va faire tilt dans ma tête. Et je dis, bon tiens, je vais partager ça avec mon entourage pour les faire rire, pour leur donner du plaisir. Donc je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres. Voilà, donc j'écris pour moi, j'écris pour les autres, j'écris pour guérir, j'écris pour sortir ce que je pourrais pas sortir. Au lieu de gifler quelqu'un, je mets des mots. Là, il m'est arrivé un truc la veille de mon voyage. J'ai écrit le texte. Bon, finalement, je dis je le garde parce que si je le partage, la personne saura que c'est adressé à elle. Donc je l'ai gardé parce que des fois aussi, il faut pas tout partager. En fait, c'est ce que je pense. Je l'ai écrit, ça m'a aidé à m'apaiser. Et pourquoi le partager? Non. Peut-être un jour je le partagerai, mais bien après. Donc voilà pourquoi j'écris. Et pour qui? Donc écrire pour guérir, soigner. Zoubida, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Quand tu as posé la question, je crois qu'à chaque fois que j'ai réfléchi à la raison pour laquelle j'écris, je ne suis pas sûre de tomber à chaque fois sur la même réponse. Moi, je sais que d'aussi loin que je me souvienne, depuis que je sais écrire, j'écris. Et écrire, en fait, je peux vous donner l'impression de m'exprimer très bien à l'oral, de n'avoir pas de souci de vous parler. Sauf que ce que je veux dire en vrai, je le dis toujours mieux quand je l'écris.
Et du coup, quand je veux réellement me faire entendre, me faire comprendre, et par qui que ce soit dans un livre, que ce soit dans une nouvelle publiée sur Internet, ou quel que soit le sujet, je prends la peine de m'asseoir et de l'écrire. Parce que quand j'écris, j'ai la nuance dont j'ai besoin, j'ai la distance dont je peux avoir besoin par rapport à ce sujet-là, et je peux exprimer du coup ce que je veux dire. Et quand la personne le reçoit, elle reçoit exactement ce que j'ai voulu dire avec le degré de nuance dont j'ai besoin pour pouvoir exprimer ma pensée. Et j'écris parce que j'en ai besoin, parce que très très tôt, j'ai eu cette impression de ne pas être entendue, pas écoutée. J'ai toujours été écoutée, mais de ne pas être entendue, que mes peines, mes interrogations, mes douleurs, etc. pouvaient être des choses qui ne soient pas comprises. Et du coup, j'ai pris l'habitude, je crois que vers 8-9 ans déjà, j'avais commencé. Et donc, je posais tout ça sur du papier, je tournais les phrases, je les corrigeais, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire réellement. Et donc, j'écris tout simplement parce que j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin d'écrire. Que je le publie, que je ne le publie pas, que je le partage, que je ne le partage pas, que vous achetiez mes livres, que vous ne les achetiez pas, que vous passiez sur Internet ou pas, c'est pareil, j'en ai d'abord besoin. Et donc, je ne perçois pas, du coup, l'écriture, je ne la perçois pas forcément comme étant un métier, je la perçois comme moi, mon besoin de pouvoir exprimer ça. Et du coup, j'écris dans des styles très différents. J'écris des chansons, n'est-ce pas, Selbé? J'écris des billets d'humeur, j'écris des nouvelles, j'écris un certain nombre de choses et à partir de là, j'avance. Et maintenant, du coup, pour qui j'écris? D'abord, j'ai écrit pour moi. Et je me suis rendu compte, je me suis comportée de manière réactionnaire, on va dire, pendant longtemps. Et du coup, j'entendais très souvent, ah, les jeunes, vous ne lisez plus. Bon, ok, je ne coche plus la case jeune, hein, soyons bien clairs. Mais avant, quand j'étais jeune, on disait, vous les jeunes, vous ne lisez pas. Vous les jeunes, vous ne faites pas ça. Et du coup, j'étais tout le temps, mais si, on lit, mais on ne lit pas de la même manière. Parce que pour vous les vieux, la lecture, c'est d'aller à la bibliothèque, emprunter un livre, rentrer à la maison, s'asseoir et lire. Sauf que depuis 2004 à peu près, 2003-2004, les réseaux sociaux sont arrivés. Et les gens ont changé de manière de lire. Aujourd'hui, on lit un post Facebook qui est une chronique. On lit une nouvelle sur Internet, avec un site web, avec les blogs. On écoute des podcasts et on lit de 90 000 manières. Sauf que quand ton père ou ta mère passe devant toi et que tu es sur ton téléphone, vous êtes tout le temps sur vos téléphones, vous ne lisez pas. Et du coup, il a été important pour moi de participer à ce processus de démocratisation et de facilitation de l'accès à la lecture. Et du coup, tout ce que j'écris est disponible gratuitement sur Internet. Moi, je fais partie de cette génération-là. Tout ce que j'écris est disponible gratuitement sur Internet. Si vous tapez mon nom, vous retrouverez le blog et il y a je ne sais pas combien de fictions qui sont disponibles de manière en accès totalement gratuit parce que je n'avais pas forcément pour vocation de faire des livres et de les vendre. J'en ai fait. J'ai fait un livre, je l'ai vendu, je continue à le vendre et du coup ce livre-là par exemple, il a été financé par ma communauté. Je n'ai pas payé pour mon livre. C'est ma communauté qui ne lit pas là, que les vieux accusent de ne pas lire. C'est eux qui ont financé l'édition du livre, l'impression du livre, la distribution du livre et la vente du livre. Et donc voilà un petit peu moi mon parcours et mon rapport avec l'écriture. Et donc quand j'écris pour les autres, j'écris aussi pour tous ces gens et je le dis quand vous arrivez dans mes réseaux. Si vous voyez tout en noir ou blanc, ce que j'écris n'est pas fait pour vous. Si vous voyez la vie, si vous mesurez le grain de l'autre à votre aune, ce que j'écris n'est pas fait pour vous. À part ça, vous pouvez lire et on va se retrouver. Donc voilà. J'entends vos voix et je pense, en fait, ça me fait penser à une de mes grand-mères et en fait, sûrement qu'il y a d'autres personnes qui ont pensé à leur grand-mère qui, même lorsqu'elle n'écrivait pas, racontait énormément d'histoires et co-construisait des histoires avec nous aussi. En fait, et je suis tellement intéressée à savoir ce qu'elles pensent justement, qu'est-ce qu'elles vont nous dire si on leur demande justement pourquoi vous prenez le temps de nous raconter autant d'histoires, pourquoi vous créez ces histoires. Et je pense que c'est quelque chose qui serait transposable à toutes les personnes ici qui sont créatrices de chansons, qui peignent, qui dessinent, qui font des podcasts, hein, pour ne pas les nommer. Donc on a d'autres questions, mais je pense que comme on avait dit qu'on voulait que l'espace soit interactif, je vais vous lancer une autre question. En fait, les personnes qui ont envie de réagir, réagiront. Et c'est un peu juste, est-ce qu'on a déjà qualifié vos écrits de féministes et qu'en avez-vous pensé? Juste ça. Réagis qui veut. Je ne sais pas d'un coup pourquoi je me suis sentie morveuse. Oui, bien évidemment. Ce que j'écris est considéré comme étant féministe. Les sujets que je traite me font, dans tous les cas, tomber dans cette écriture-là. Et cette écriture me va. Hein. Je ne suis pas en train de renier cette écriture-là. Si j'ai une écriture féminine et une écriture féministe, bah c'est très bien. Parce que je traite les sujets que je connais. Et le sujet que je connais le mieux, c'est la femme sénégalaise urbaine. J'en suis une. Et à partir de ce moment-là, c'est ce sujet-là que je traite. Et comme je traite ce sujet-là et que je traite le sujet de toutes ces femmes sénégalaises à peu près de la même génération que moi,
urbaine, je vais me retrouver à un moment ou à un autre à aborder les violences, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient ordinaires, comme moi je les appelle, et toutes les, toutes les injustices qu'elles peuvent subir à partir de ce moment-là. Et donc oui, mon écriture est engagée, mon écriture est militante, mais avant d'être engagée et militante pour quelqu'un d'autre, elle est d'abord engagée et militante pour moi. Et du coup, comme je traite de ce sujet de la femme, du regard de l'autre, de la perception de l'autre, donc oui, elle l'est. Voilà. Est-ce que mon écriture est féministe ou on l'a taxée de féministe? Qu'est-ce que j'en pense? Pour être réaliste, tout à fait réaliste, dans notre société actuelle, dès que la femme met son pied devant, c'est féministe. Que tu le penses ou que tu ne penses pas, parfois ça se lit, surtout dans le regard de nos hommes, nos parents, nos maris, nos frères. On pense que tu es déjà opposé à tout ce qui peut les concerner. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. L'écriture féministe, moi personnellement, je dis écrire au féminin, c'est écrire sur les femmes ou des femmes qui écrivent au sujet de l'être humain. Ce n'est pas forcément féministe. Quoi qu'on soit taxé de féministe. Écrire pour dénoncer, comme la fonction de l'écriture simplement le dit, écrire pour résoudre des problèmes d'ordre socio-culturel de tout ordre, écrire pour tout type de sujet qu'on peut faire. Maintenant, l'appréciation des autres, je pense que, pour ne pas entrer dans le jugement, je peux dire c'est chacun qui apprécie à sa juste valeur. Maintenant, si on taxe mon écriture de féministe, je pense qu'il y a des raisons, déjà des stéréotypes qui sont déjà mis en place pour les actions, n'est-ce pas, des actions des femmes. Est-ce que moi, je suis féministe ou je pense que mon écriture est féministe? Oui, je dirais que quand même, oui. Féminine d'abord et après féministe. Féminine dans le sens où je m'intéresse aux femmes et je le dis par écrit. Féministe, oui, parce que je lutte aussi pour la cause des femmes, je lutte pour les droits, je lutte pour leur place dans la société, je lutte pour leurs valeurs, je lutte pour leur identité, je lutte pour qu'elles aient confiance en elles, je lutte pour qu'elles arrêtent de se sous-évaluer, je lutte pour leur estime de soi, je lutte pour leur confiance en soi. Autant de lutte en lutte, on est facilement dans le féminisme. Merci. Est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression que pour vous, lorsqu'on qualifie votre écriture de féministe, c'est réducteur parce que c'est plus large que ça? Est-ce que c'est ça que j'entends ou non? Parler de mon écriture, moi je trouve que c'est trop. Moi par exemple, si je veux parler de mon écriture à titre personnel, je dirais qu'elle n'est pas féministe parce que je n'écris pas pour le féminisme, c'est défendre l'égalité homme-femme, c'est un mouvement. Ce n'est pas ça la fonction de mon écriture en tant que Paul Sama, en tant qu'écrivaine. J'écris par passion, j'écris parce que j'aime le faire et j'écris parce que je veux aider d'autres à avoir confiance en elles. Un développement personnel de l'être humain, un humanisme n'est pas du féminisme, c'est penser à l'autre de la façon qu'on pense à soi-même. C'est l'amour en général. Et l'amour n'est pas du féminisme. Maintenant, à côté de ça, je peux être féministe. En plus, non pas à côté, en plus. Réducteur, je dirais non, mais ils peuvent entrer dans le même champ lexical. Voilà comment je peux dire ça. Pas réducteur, mais ils sont dans les mots de la même famille. L'amour n'est pas du féminisme. L'amour. Vous direz autre chose. Mais bon, un autre débat. L'amour, non. Merci. Elle est dure cette question, je trouve. Ah oui? Oui, elle est très dure parce que, bon, déjà, moi, on me traite de féministe, je l'assume. Pourtant, je ne suis pas une féministe radicale. Non, en fait, qualifier mon écriture de féministe, quand j'écris sur un sujet qui touche les femmes, oui, on pourrait dire que mon écriture est féministe. Par exemple, moi, la fête des femmes, comme ils aiment l'appeler, j'ai horreur de cette fête. Et c'est 8 mars. Chaque 8 mars, j'écris un texte. Oui, je demande la date parce que j'aime pas cette fête. Pour moi, cette fête ne devrait pas avoir lieu. Et donc, chaque 8 mars, j'écris un texte dessus que je partage sur les réseaux sociaux parce que pour moi, ça n'a pas sa raison d'être, quoi. Je veux dire, on est des êtres humains comme les autres. On devrait s'exprimer comme les autres. On devrait avoir des droits comme les autres, etc., etc. Maintenant, dans le livre que j'ai écrit, c'est un livre qui a traité d'une expérience que j'ai vécue. Et j'ai eu certaines remarques qui m'ont un peu choquée parce qu'en fait, j'exprime vraiment ce que je ressens, ce que j'ai vécu. Et une fois, il y a un ancien Premier ministre de la Guinée qui a lu mon livre, qui est un ami à mon père parce que dans ce livre, en fait, je m'adresse à mon papa. Et il m'a appelé, il me dit, écoute, tu as une très belle plume, ton livre, je l'adore, sauf cette partie, la partie la plus importante en fait. La partie où j'exprimais vraiment tout ce que j'ai vécu. Et on me dit, mais
en fait, tu ne devrais pas l'exposer. Tu ne devrais pas dire ce que tu vis parce que ça ne se dit pas. Il y a le sutura. Et donc, du moment que quelqu'un me dit ça, je trouve que, oui, peut-être que mon écriture est féministe. J'ai eu les tripes de dire ce que beaucoup n'oseraient pas dire. Donc, oui, peut-être. Mais bon, je ne trouve pas ça réducteur. Moi, j'aime bien qu'on me dise maintenant que je suis féministe parce que je sais quel féminisme je défends. Voilà. Donc, pour m'arrêter à ce terme-là. Alors, moi, je suis d'une famille Halpulaar. Elle est conservatrice et je passe un peu pour l'original de service, celle qui a le goût de la contradiction à fond. Je ne suis jamais avec tout le monde, je suis toujours... Mais d'habitude, j'arrive à faire comme les 12 hommes en colère. En général, quand je m'engage dans un combat, je réussis à convaincre petit à petit un peu tout le monde, à les tirer à force d'arguments. Alors, est-ce que mon écriture est féministe? Moi, je déteste les étiquettes, mais je dirais que oui, j'assume cette étiquette-là parce que justement, elle dérange dans notre société. Et je vais vous lire un petit bout de mon livre pour vous permettre d'apprécier si mon écriture est féministe ou pas. Parce que finalement, on n'est jamais mieux défini que par les autres. Alors, un extrait. J'aspire à cette liberté des femmes car je suis consciente de leur force quand elles refusent le joug du patriarcat. Le corset étroit dans lequel les femmes sont maintenues par divers subterfuges est devenu si étroit qu'il faut qu'il saute. On a modelé une créature docile, muselée par la honte d'elle-même, atteinte de faiblesse chronique, faisant passer les besoins de tous avant les siens, craintive, prise en étau dans la confusion savamment cultivée par la société. On a plié les religions à cette dictature. On a inoculé le venin de la soumission aux petites filles depuis leur naissance. On l'a entretenu par l'humiliation, la violence, le bâillonnement. Assez, il faut que cela cesse. J'aiderai mes filles à aller à l'école d'elles-mêmes, à gueuler s'il le faut leur existence, à ne plus être étrangères à elles-mêmes, à retrouver leur vitalité originelle, celle de la puissante Llorona, la femme sauvage contenue dans le conte aztèque de la Loba, la louve. Le chant de l'âme de la vieille femme des bois qui ressuscite les os des loups qu'elle a patiemment rassemblés est celui de toutes les femmes dotées d'une puissance de création phénoménale. Toutes les femmes possèdent ce don divin pour recoller les morceaux et leur insuffler la vie. Je l'ai expérimenté, ce chant de vie, qui m'a permis de reconstituer mon corps fracassé et vidé de sa substance. Je suis déterminée à le partager, afin qu'il gonfle, se répande et dissolve les ligatures du corset qui nous enserre. J'ai choisi de dissoudre les silences rouges qui nous étranglent et d'élever une parole de résilience et non de résignation. Mesdames et messieurs, Fatimata Dialloba, respect, je t'ai dit que j'étais fan de toi toutes les fois où je t'ai vu ou pas? Et oui, c'était beau. Bah, vas-y, continue. Rouge silence. Oui, voilà. Exactement. Non, je vais juste lui dire ça. Est-ce que toi, tu voulais réagir ou Paul? Non. Il a dit tout à l'heure que c'est à nous de dire si son écriture est féministe. Je ne pense pas qu'on doit répondre. Les mots le disent mieux que... Donc, je ne pense même pas qu'il y a d'autres, à moins que les réactions ne viennent d'ailleurs. Oui. Non, c'était plus pour rebondir. Super, merci. Merci Fatimata pour cet extrait-là. J'ai une dernière question avant vraiment qu'on fasse circuler la parole. C'est de quoi êtes-vous le plus fier comme écrivaine sénégalaise, africaine, sérère, diola, poula? Mais de quoi êtes-vous le plus fière comme écrivaine? Non, je suis fière. Pourquoi? Je suis fière parce qu'en fait, tout à l'heure, elle disait qu'elle est issue d'une communauté Halpulaar comme moi, où on n'a pas le droit à la parole, où on n'a pas le droit de donner son avis sur quoi que ce soit, où on doit... Moi d'ailleurs, quand il y a des cérémonies, je vois les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, je pose toujours la question, je dis mais pourquoi ça doit se passer comme ça? Pourquoi la femme n'a pas le droit de parler? Et on me dit toujours, mais Tissou... donc moi je suis le vilain petit canard de la famille comme Fatimata. J'ai toujours quelque chose à dire et même des fois on me dit Tissou, il faut dire les choses mais il faut y mettre la forme. Je dis mais pourquoi je mettrais la forme? Je dis ce que j'ai envie de sortir. Donc je suis fière parce que ça a été un combat d'écrire ce livre, ce premier livre. J'ai mis 5 ans à l'écrire, enfin j'ai mis 5 ans. J'ai commencé à l'écrire en 2015, donc je commençais, j'avais peur, je me dis mince, est-ce que ça va passer? Est-ce que mon père il va accepter? Est-ce que ça va pas encore avoir une cassure? Donc je l'arrêtais des mois, je le reprenais, etc. Donc j'ai fait ça de 2015 à 2019. Et en 2019, en février, j'ai appelé mon éditeur parce que moi, la chance que j'ai eue,
début, c'est que mes textes que je partageais sur les réseaux sociaux, l'éditeur, on avait organisé une rencontre et ils les ont lus. Et l'éditeur, donc l'Harmattan Guinée, s'est levé et me dit, écoute, le jour où tu écriras un livre, je vais le publier parce que j'aime bien ce que tu écris, tu as une belle plume. Donc quand je l'ai appelé en février et je lui ai dit, écoute, mon livre est presque prêt et je veux le publier, je veux qu'il sorte à mon anniversaire en juin. Et donc alors que j'avais même pas le fil conducteur de ce livre-là. Et donc là, je me suis mise à écrire. J'ai écrit nuit et jour, je dormais 2 ou 3 heures par nuit. Et donc ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi en 3 mois à sortir tout ce que j'avais à sortir de mes tripes et à surtout exposer certaines choses très personnelles, mais la façon dont je l'ai exposé, je suis très pudique, moi, dans mon écriture. Je n'ai cité déjà personne dans le livre, donc les gens se reconnaissent quand ils lisent le livre. Mais c'est d'avoir réussi justement à sortir ces douleurs qui m'avaient envahi en fait pendant des années. Et surtout, que les gens m'aient fait des retours positifs. Parce qu'il faut s'attendre aussi à ce que le livre ne plaise pas. Parce que quand on écrit, ça peut ne pas plaire. Et moi, je suis une personne qui détestait la critique. Il y a une seule personne qui m'a fait une critique, bon, c'est pas une critique négative, mais qui m'a dit, la façon dont tu as écrit, on sent qu'il y a des choses que tu n'as pas dites. Et donc ça m'a fait très mal parce que justement, il y a des choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas encore osé dire. Donc ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu sortir en tout cas une grosse partie de ces douleurs-là et de l'avoir fait d'une façon douce et qu'aujourd'hui, je me sente un peu plus apaisée. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. De quoi est-ce que je suis fière en tant qu'autrice aujourd'hui? Tout comme Tissou l'a dit, moi je dirais moi je suis fière de la femme que je suis devenue. Cette question nous amène à retracer un peu le parcours d'écriture, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive là. Je n'ai jamais rêvé être écrivaine. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que la vocation m'est tombée dessus comme une massue et je l'embrasse et je l'assume totalement. J'ai cherché ma voie dans cette vie. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai 34 ans. J'ai commencé à travailler, faire un peu de tout à partir de l'âge de 17 ans. J'ai fait d'essais boulots et autres. Après, j'ai eu d'autres types de boulots, mais j'ai cherché ma voie. J'avais toujours envie de quelque chose que ce n'est pas ce que je veux. Mais je ne savais pas exactement ce que c'est. J'avais des tendances, mais je ne savais pas exactement ce que c'est. Aujourd'hui, sommes en mai, décembre 2021, on me propose un projet d'écriture comme ça et j'avais gardé un peu d'argent de côté et je vais dire, bon, je suis fatiguée de faire des choses pour cette fois-ci, je veux faire quelque chose pour moi. Je me suis lancée comme ça et ça a explosé. Je vous assure, aujourd'hui, en 5 mois, juste la sortie de ce livre, je ne peux même pas vous dire là où je suis déjà entrée, sortie. Quand je suis ici, c'est comme si je suis en train de rêver en fait. Les choses me tombent dessus et j'embrasse, j'assume la vocation. Voilà quelque chose qui me rend fière. Les retours, moi j'appelle ça des bonus. Quand quelqu'un m'écrit, wow, j'ai dit, oh, c'est quoi ça encore? C'est pas de la fierté. Je suis émue. Je n'arrive même pas à répondre à cette question. Je pense que on dit la même chose, mais pour moi, c'est que j'assume la vocation. Elle m'est tombée dessus. Je l'embrasse totalement. Cette question-là voulait vraiment faire ça. Parce que, en fait, les femmes ne prennent pas le temps d'être dans l'autocongratulation. Justement, on est socialisé à nous critiquer, à critiquer les autres femmes, etc. Et à ne pas être fiers de nos parcours. Et justement, ce que tu disais rejoint une autre question qu'on ne posera pas, mais dont vous pouvez discuter tout à l'heure. C'était justement, qu'est-ce que vous aviez pour les jeunes autrices? Justement, qu'est-ce que vous aviez à leur dire? Donc, merci d'avoir partagé ces mots. Zoubida, vas-y. En tant qu'auteur, aujourd'hui, je pense sérieusement, et ce n'est pas pour déprécier ou dévaloriser ce que j'ai fait parce que je sais ce que ça vaut, mais je ne pense pas avoir encore atteint le point où je vais dire, ah tiens, ça particulièrement, oui. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas lié à mon parcours d'auteur. Entre parenthèses, je préfère l'appellation auteureux avec un E plutôt qu'autrice. J'écris sur le web et quand on parle de web, on parle de SEO. Quand on parle de SEO, personne ne tape autrice pour trouver quelqu'un. On tape auteureux. Si vous êtes femme, mettez un E. Si vous mettez écrivain, ne mettez pas écrivaine. Personne ne va vous trouver sur Internet. Ceci étant dit, ne vous invisibilisez pas encore plus. En règle générale, c'est-à-dire ce que je partage, parce que je ne fais pas qu'écrire. Ce que je partage en règle générale, je considère que si ça a eu un impact sur une seule personne, ça n'a pas de prix pour moi. Et ce n'est pas seulement l'écriture, c'est toutes les choses que je fais, que ce soit
avec les podcasts que je viens de lancer, que ce soit avec les nouvelles en accès public, que ce soit dans la prise de parole en public, parce que j'interviens dans certains, on va dire, dans certains ateliers, dans certains colloques ou des choses comme ça, où je prends la parole en public pour m'adresser à des gens, pour faire passer un message, pour sensibiliser sur un sujet. Si dans tout cela, il y a un impact sur une seule personne, je considère avoir atteint le plus gros objectif et je peux être extrêmement fière de ce que je fais. Maintenant, en tant qu'auteur, je crois qu'il y a encore un peu de chemin à faire et on verra ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup, Fatimata. Alors, oui, moi, la dernière fois où j'ai été vraiment très, très, très fière, Maïmouna, ma petite sœur qui est là, était là aussi. J'étais à l'Egicom et je présentais mon livre des cris sous la peau. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Matissi, qui est à l'Egicom. Son père s'appelle Assi. C'est un ami sur Facebook, mais je ne le savais pas. Et la petite jeune fille, pendant que tout le monde posait des questions, elle a écrit. Elle m'a écrit une lettre. Et cette lettre, je la garde dans mon cœur parce qu'elle m'a dit grâce à vous, j'ai trouvé une héroïne qui me ressemblait. Elle s'est identifiée à l'héroïne que je décrivais, la petite fille de 45 ans, même si elle en avait que 18 ou 20. Mais en tout cas, elle m'a dit, je me suis retrouvée dans votre livre, j'ai vu mes préoccupations être prises en charge par quelqu'un de plus âgé et qui avait peut-être des mots plus adéquats pour le dire. Et de cela, elle a tiré elle-même une lettre qu'elle m'a fait comme un don. Et je considère que c'est un don et j'espère que cette jeune fille-là écrira un jour. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner parce que c'était juste incroyable. Je crois qu'un jour, je partagerai cette lettre parce que je crois qu'elle a été fondatrice pour moi. Merci beaucoup. Je vais réellement passer la parole à la salle. Je vous partage des mots d'Audre Lorde qui a beaucoup réfléchi sur le silence. Donc, une des choses qu'elle disait, c'était « Votre silence ne vous protégera pas ». Donc, mesdames, merci de ne pas garder le silence et merci aussi d'accompagner et de laisser celles qui gardent le silence le faire pour les raisons qui leur appartiennent. Donc, ces propos d'Audre Lorde qui dit « J'écris pour ces femmes qui ne parlent pas, pour celles qui n'ont pas de voix, parce qu'elles sont terrorisées, parce qu'on nous a plus appris à respecter la peur qu'à nous respecter nous-mêmes. On nous a appris que le silence pouvait nous sauver, mais c'est faux, votre silence ne vous protégera pas. La parole est à vous. » Bonjour, Annie Colli. J'écris, je mets sous les matelas, parce que j'écris aussi souvent à la main. Je suis enseignante et j'ai peur de publier. Voilà. Tout le monde attend un de mes livres, mes amis écrivains, mon professeur, André-Marie Diagne, mes amis, vous-même, qui est des amis que je compte parmi vous. J'ai peur. J'ai peur, mais voilà, vous me donnez un peu de courage. Je ne sais pas encore où ça va aboutir. À quoi ça va aboutir, je ne sais pas. Et je ne sais même pas si ce que je cache sous les matelas va être publié un jour. Alors, ce que je découvre dans l'écriture, c'est que je parle beaucoup de moi. J'ai du mal à dire il, elle. Je dis je, plus facilement. Et j'utilise les vrais noms des personnages qui sont dans le scénario de ma vie. Et les quelques rares personnes qui sont proches de moi, avec qui je partage ces quelques textes, disent « Maman, vous reconnaissez là la voix de mon fils. Maman, tu ne vas pas publier ça ?» Ah, parce que quand on écrit, on dévoile notre vie et on dévoile aussi la vie des autres. Et alors ça, j'aimerais bien avoir une réponse qui me rassure et qui me pousse à publier quand même les atrocités que j'ai cachées sous mon matelas. Merci pour cette question. Personnellement, je ne sais pas si je vais apporter une réponse satisfaisante, mais je vais partir de mon expérience. Quand j'ai écrit le livre, c'est vrai qu'il parle de moi et il parle aussi de ma famille. Au début, je n'ai pas mesuré l'impact. J'ai écrit et puis c'est fini. Et puis maintenant, quand c'est sorti, j'ai 1 minute, mais seulement c'était déjà parti. Le temps d'assumer doit être là. Et cette peur, c'est une peur qui peut nous habiter avant et après. Quand elle est avant, il faut la vaincre. Parce que la peur, elle vient de le dire, ce que la peur fait. Si la peur embrasse le silence ne sert pas. Le silence, ça tue en fait. Donc, il faut la vaincre avant. C'est un stéréotype. Il faut la vaincre. Après, personne ne sait ce qui va se passer après. Après, tout de suite, là, je ne sais pas. Donc, je ne me prolonge pas. On est là tout de suite. Tout le monde est content. On applaudit. C'est ça qui est la réalité. C'est sur ça que je m'arrête. Je n'ai pas peur. Annie, publie. Tu publies quand? Tu te lances quand? C'était intéressant quand tu as dit tu écris avec le jeu. J'écris avec le jeu. Que ce soit un personnage masculin, féminin, enfant, adulte, en règle générale, j'utilise beaucoup le jeu. Je me fonds dans le personnage et j'utilise le jeu. Quel que ce soit mon histoire ou quelqu'un d'autre. Donc ça ne choquera pas les gens
de lire quelque chose avec du jeu. Et quoi qu'on puisse dire, quand on vend suffisamment de livres, la proportion de personnes qui connaissent votre vie intime, votre vie familiale et votre vie propre, je crois qu'elle ne fait pas 1%. Donc les gens ne vont pas forcément aller recalculer. Mais bon, ça je vous le dis pour vous rassurer, on va dire ça comme ça. Mais quand j'écris, je ne parle pas de moi. Officiellement, je ne parle pas de moi. Mais en vrai, en parlant de quelqu'un d'autre, je parle de moi. Parce que quand j'emprunte dans tous mes textes des histoires de mes grands-mères, des vraies histoires de mes grands-mères que j'emprunte, que je réécris, quand j'emprunte les histoires de ma mère que je réécris, quand j'emprunte les choses qu'elle a vécues, qu'elle m'a racontées, que je réécris, et que je raconte des histoires de 5 générations de femmes, je n'ai pas vécu 5 générations, c'est juste que comme on dit en Wolof, nopp mo mag borom, et il y a des histoires de femmes que je connais depuis 6 générations. Et ce sont ces histoires sur 6 générations que je raconte. Si ma grand-mère était encore vivante, elle lirait certains passages de mes textes, elle me dit, qui t'a demandé d'aller étaler ma vie? Sauf que ce n'est pas seulement la vie de ma grand-mère. Je suis sûre que si je vais voir la grand-mère de Leïti Fari avec la même histoire, elle dira pourquoi tu as étalé ma vie. Et à partir de ce moment-là, pour moi, il faut publier parce que ce n'est pas seulement votre histoire, il y aura toujours votre semblable dehors. Et l'autre chose concernant les proches, ils sont de mauvais, je vais mettre ça dans le gros guillemets, mais ils sont de mauvais relecteurs en règle générale. Et ce n'est pas les premiers qui vous encourageront réellement à publier. Parce qu'il y a beaucoup de peur, leur propre peur qu'ils vont projeter en vous. Ou ce besoin qu'ils ont de vous protéger et que vous ne leur avez absolument rien demandé, qu'ils vont faire. Et du coup, en règle générale, ils vont te faire. Et des fois, je crois qu'ils anticipent peut-être l'échec que vous pouvez avoir plus tard parce qu'ils ne sont pas sûrs que vous soyez particulièrement doué. Mais c'est enrobé dans de la vraie bienveillance. Sauf que ça ne va pas vous aider et ça risque de vous laisser dans le statut où vous étiez avant. Donc, trouvez un cercle secondaire, qui soit des amis, écrivains, vous avez la chance d'avoir André-Marie Diagne, vous avez la chance d'avoir le professeur Tchoun, etc. Et soumettez-les, ils auront le regard bienveillant qu'ils vous doivent, mais le bienveillant avec la distance où ils pourront vous dire réellement ce que vous avez écrit est valable, ce que vous avez écrit n'est pas valable. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, quand j'ai voulu publier réellement sur papier, d'avoir un groupe de 12 personnes. Et il n'y avait aucun membre de ma famille. Ni mon mari, ni même pas mes amis. Je crois qu'il y a une de mes amies les plus proches seulement qui était dans le groupe-là. Mais sinon, c'était des personnes avec qui on pouvait avoir de la distance. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas parce que ce ne sont pas tes amis, mais parce que ce sont des gens qui sont capables de te dire c'est n'importe quoi, retourne réécrire. Sans pour autant que tu le prennes mal. Donc voilà, ça c'était pour la partie que concernait la famille. C'est pas les plus doués en tout cas pour ça. C'est pas les plus recommandés. Donc voilà. Dire 2 mots. Déjà, outre le fait que, comme dit Laure Adler, les femmes qui écrivent vivent dangereusement. Donc c'est ça qui est sorti ici aussi. Donc il faut vivre dangereusement. Mais je pense qu'il y a une production féministe. Donc tout ce qui a un peu théorisé en fait, qui donne aussi des stratégies sur l'autofiction féministe. Et puis peut-être que ça aiderait un peu, si jamais vous n'avez pas exploré ça, de voir comme vos limites, en fait, et puis les limites des gens qui sont autour. Donc si jamais ça aide, c'est des choses sur l'autofiction féministe, je pourrais faire une petite recherche et l'envoyer à Amina pour vous. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la... Oui, vas-y, Selbé. Alors, bonsoir Annie. Évidemment, moi, je n'ai aucun doute sur la capacité d'Annie à publier un texte. Cette génération-là, c'est une génération douée, plus que douée. J'ai donné mon texte à ma mère. Le premier, l'écrit sous la peau. Pourtant, c'est une écriture plus que pudique. Elle m'a dit, quoi? Tu vas publier ça? Mais ça va pas. Mais je sais que ma maman, vous, André-Marie Diagne, vous écrivez tellement mieux que nous. Vous connaissez la couleur des mots, vous en connaissez la saveur, vous en connaissez l'histoire, vous en connaissez l'épaisseur. C'est pas nous qui allons vous donner des conseils, c'est vous qui allez nous en donner. Pour l'instant, on y va avec 4 interventions et puis tout le monde ne répondra pas et moi je promets de ne plus répondre. 1 minute, chaque personne. Je salue l'initiative et j'ai beaucoup appris en tant qu'artiste. J'écris des textes pour sensibiliser, pour informer. Et des fois, ça m'arrive aussi d'écrire pour moi, pour me soulager, pour sortir les choses que je ne peux pas crier. Comme dans écrire aussi, il y a cri, n'est-ce pas? Et des fois, je tombais sur leur miroir et ça m'a inspiré. Les anges ont parlé avec moi à travers tous les heures miroirs possibles. J'ai eu des moments de gloire et des moments de deuil. J'ai eu des moments de bonheur et des moments qui m'ont rendu fou pour un temps. J'ai eu le temps, mais j'en ai manqué des moments de succès. J'en ai compté. J'ai compté sur des gens sans même les compter. Une vie avec plus d'une 30aine de bougies soufflées. Sur chaque bougie, une histoire à raconter. Oui, tout n'a pas été rose, même si j'ai eu la chance d'avoir une mère belle nommée Rose. J'ai appris à me relever et après à éviter à retomber au même endroit.
De temps en temps, j'ai inspiré les unes et les autres. Des fois, je sens leur mépris. Oui, je ne suis qu'une être humaine avec beaucoup de défauts. De qualité, j'en ai à gogo. L'art me rend solitaire, en même temps social. Elle me rend utile. Je chante du mélancolique sur du fun. J'écris pour exister et pour faire exister les autres. Je pense que des fois, c'est bien. Ça nous permet de sortir de tous ces jugements-là qu'on ressent. Parce qu'on est artiste, on nous écoute rarement. On nous demande rarement si on va bien. En général, c'est nous qui nous soucions des autres. C'est nous qui essayons de trouver des solutions pour les autres. Mais rares sont les artistes qui se sentent calculés. Rares sont les artistes qui se sentent aimés. Malgré que tu vas dire aux gens, est-ce que vous êtes là? Ils diront toujours oui. Mais après, ils vont pas vous demander, est-ce que ça va chez vous? Et je pense que c'est intéressant ce débat-là. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris et j'ai surtout beaucoup écouté parce que ça va me servir ultérieurement. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Fatou Warha. Donc, je suis militante féministe et journaliste de formation. Donc, actuellement, je suis en train d'écrire un livre. Bon, depuis plusieurs mois déjà. Mais bon, tout à l'heure, j'ai entendu dire que ouais, l'écriture peut faire du bien. Certes, ça fait du bien. Mais aussi, ça peut te replonger dans des choses où tu voulais pas aller. Et que, voilà, et que ça peut aussi ne pas forcément faire du bien. Voilà. Maintenant, ça, c'est une chose. L'autre chose est que c'est très difficile déjà de dire, OK, on a écrit, on a utilisé le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par rapport aux histoires qui nous sont personnelles? Est-ce qu'on va décider de parler de l'histoire d'une autre personne qui n'a pas carrément demandé à être dans ton livre ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que de toute façon, même si on utilise l'autofiction, comme l'a dit tout à l'heure Leïti, bon, les gens vont se reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça, c'est une question dont je pensais trouver la réponse. Mais non, parce que quand j'avais fini de faire la première version du livre et qu'il y a eu des personnes qui m'ont dit « Ok, tu nous envoies, on va lire ». À part de cet instant, je me suis dit « Non, je ne suis pas prête à envoyer ça ». Donc, maintenant, je ne suis pas encore prête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà, c'est beaucoup de réflexion. Et voilà, il y a plusieurs versions aussi d'un même livre. Des fois, on dit qu'on va faire focus sur ça, d'autres pas. Ce qui est clair est que j'ai déjà choisi celles qui vont faire les postfaces, les préfaces et tout ça. Mais le contenu aussi, voilà, on en reste toujours là. Donc c'est une très bonne initiative et j'espère que d'ici le salon prochain, je vais pouvoir publier mon livre. Maintenant, l'autre chose que je ne vais pas laisser passer, Leïti, est que tout à l'heure, j'ai entendu une intervenante dire que oui, la fête des femmes. Donc moi, en tant que féministe, je me suis dit non, ce n'est pas la fête des femmes. C'est une journée pour les droits des femmes. C'est vrai que tout le monde, beaucoup de femmes font la fête et tout, mais c'est à nous de leur dire que ce n'est pas une fête, en fait, c'est une journée pour promouvoir les droits des femmes. Donc c'est à nous de se réapproprier de cette journée-là et de se faire de cette journée-là une journée de défense et de promotion des droits des femmes. Mais ce n'est pas une fête et on n'a pas à détester cette journée-là, mais on doit réinventer cette journée-là. Merci beaucoup. Et ben voilà. Elle a demandé elle a dit qu'elle a écrit et qu'elle aussi, elle avait peur de publier parce que quand ses amis lui ont vu, là, elle s'est retenue. J'ai dit, heureusement pour nous, on a une coach certifiée, n'est-ce pas, qui fait des formations en confiance en soi. Elle est mieux placée pour répondre à la question par rapport à sa peur de... Voilà, c'est pour ça. Bon, je vais lui passer la parole. Mais est-ce qu'on a des éditrices ici, aujourd'hui? On n'a pas d'éditrices, des gens qui travaillent dans l'édition? Oui? Bon, ben, Warha, réseautage tout à l'heure. Moi, je dis, cette peur, elle est normale. Hein. Heureusement qu'il y a cette peur. Parce que justement, s'il n'y a pas cette peur, je pense qu'on ne pourrait pas aller de l'avant. Moi, j'ai eu cette peur. J'ai transformé mon histoire, mais plusieurs fois. Et la façon dont j'ai écrit mon histoire apparaît dans mon livre. Donc, à un moment, j'ai pris une fiction. Après, je parlais de moi. Après, j'ai essayé de changer les noms. Et tout ça, je l'ai mis dans mon livre pour vous montrer la difficulté que j'ai eue à justement raconter ce que j'ai vécu. Et il faut avoir peur. Et c'est cette peur qui va nous donner le courage nécessaire d'aller de l'avant. Et se dire de toute façon, lorsqu'on publie notre bouquin, lorsqu'on publie notre histoire, elle ne nous appartient plus. Hein. On ne sait pas du tout ce qui va arriver après. Moi, comme l'a dit Zoubida, pour revenir tout à l'heure, ce sont des amis, je n'ai pas du tout montré, ma famille ne savait même pas que j'écrivais. Hein. C'est quand mon livre est sorti, au moment où j'allais le publier, que je leur ai dit, j'ai écrit un livre, il va sortir, et ils sont venus. Maintenant, après, ils ont lu, et même des amis qui m'ont dit, mais comment est-ce que tu as pu dire ça dans ton livre? Et pourtant, j'ai une écriture, Zoubida qui a lu mon livre, Juliette qui a lu mon livre ou d'autres, je suis très pudique. Et moi, dans mon livre, vous n'allez pas voir, je vais dénoncer des choses qui me sont arrivées, des personnes qui m'ont fait des choses, mais je ne donne pas le nom, je ne pointe pas du doigt,
Mais la personne, lorsqu'elle lira le livre, elle saura que c'est elle. Mais les autres ne pourront pas savoir qu'il s'agit de telle personne. Donc cette peur, je dirais, elle est normale. Moi, je t'encourage. Parce que si tu as commencé, c'est déjà un bon début. Et il ne faut pas lâcher et se dire, écoute, il faut te dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'écrire, pourquoi je dois sortir ce bouquin-là. Lorsque tu réponds à cette question, à mon avis, ça va aller tout seul. Donc pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de sortir un livre? Et tu sauras pourquoi il faut que tu ailles au bout de ton projet d'écriture. Je vais juste dire quand même un petit mot, mais je le dis vraiment sans aucune autorité parce que je n'ai pas publié de fiction du tout. Je le dis vraiment de ma perspective de personne qui, à un moment donné, a retrouvé un élément de mon parcours de vie dans un texte d'une amie que j'aime beaucoup. Et donc, parce que le truc, c'est qu'il faut aussi s'interroger sur les aspects éthiques de ce qu'on est en train de partager. Donc, qu'est-ce qu'on partage? Est-ce que c'est le vécu de la personne? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vécu avec la personne? Ou c'est quelque chose que la personne nous a raconté dans l'intimité et qui est potentiellement un truc qui pourrait blesser, heurter et même être dangereux pour elle? Donc, je pense que cette question-là doit demeurer quand même. Et au-delà de, oui, on raconte, on fait de l'autofiction, etc., ce qui est vraiment génial, mais c'est pour ça aussi que je disais, peut-être que c'est bien d'aller lire un peu sur l'autofiction pour certaines personnes que ça intéresse, voir, ok, je veux raconter des histoires, je veux être dans ces histoires-là avec des gens que j'aime ou que je n'aime plus, mais c'est quoi la frontière entre mes histoires et les histoires qui sont vraiment personnelles et peut-être sacrées pour d'autres? Donc voilà. Quand tu auras réglé ton souci, le souci éthique, parce que raconter l'histoire, impliquer d'autres personnes dans ton histoire, effectivement, il y a un vrai souci, il y a un vrai souci éthique. Et donc, il va falloir que tu penses cette partie-là pour pouvoir le publier. Et quand tu auras fini avec ça, Warha, je pense que nous avons besoin de plus de femmes écrivains, nous avons besoin de plus de femmes scénaristes, nous avons besoin de plus de femmes réalisatrices de films, nous avons besoin de plus de femmes sur tout et partout. Parce que je considère que nous sommes mieux placés pour parler de femmes. Nous, en tant que femmes, sommes mieux placés pour parler de femmes. Parce que la perception que nous avons des autres femmes et le regard que nous posons sur les autres femmes quand nous écrivons, quand nous tournons des films, n'est pas le même que quand un homme décrit une femme ou quand un homme parle des femmes. Et je pense que nous avons besoin que ce narratif-là puisse être posé. Peu importe la quantité de bienveillance qu'il y a dans le regard d'un homme parlant d'une femme, il y a aussi beaucoup d'aspects qui nous définissent au final et qui ne nous ressemblent pas. On va voir très souvent dans une description banale d'une scène, on considère qu'une femme qui rentre d'un rendez-vous ou quelque chose comme ça, elle va rester pimpante chez elle, etc. Tous les hommes mariés savent que quand ils arrivent à la maison, leur femme est tout sauf pimpante. Et ça a l'air de rien, c'est très banal, mais pour quelqu'un qui n'a pas eu d'autres modèles ou d'autres référents, elle va croire que c'est de cette manière-là qu'elle est censée se construire, c'est de cette manière-là qu'elle est censée se réaliser. Alors que cette manière-là, telle que décrite, ressemble beaucoup plus à un fantasme qu'à une réalité. Et il est important qu'en tant que femme, que nous continuions à décrire la femme que nous sommes et en décrivant les autres femmes. Quand on te présente dans n'importe quoi le fait qu'on puisse réveiller une femme à 2h du matin qui va ouvrir le frigo, il va sortir deux trucs, je ne sais pas. Des fois, c'est une salade et une tomate et qui va en faire un repas. Moi, je ne sais pas faire ça. Et donc, du coup, il y a ce regard-là et ce présupposé-là qu'on peut avoir comme quoi les femmes peuvent réaliser des miracles. Alors qu'en vrai, on est des êtres humains. Hein. On est juste des êtres humains qui essayons de nous en sortir comme nous le pouvons. Et à partir de ce moment-là, raconter nos histoires par notre regard, avec nos propres mots, change le narratif. Et donc, Warha publie, on a besoin de plus de voix de femmes. Voilà, c'est tout. Donc, bonsoir à tout le monde. C'est Salamata Ousmane Diallo. Donc, je suis journaliste, passionnée de la littérature et de l'écriture notamment. Alors donc, puisqu'aujourd'hui, je me dis que c'est l'occasion pour moi de poser mon problème. Et le problème, c'est quoi? Moi, j'ai une histoire personnelle que j'ai commencé à écrire en 2014. Donc à un moment, j'ai arrêté d'écrire parce qu'il y a... Ma maman, elle n'a pas fait les bancs, elle est illettrée. Donc, à un moment, je lui ai parlé de mon histoire, ce que j'avais commencé à écrire. Donc, elle m'a demandé carrément d'arrêter. Ce qui fait qu'elle dit que ça, je ne pourrais pas du tout publier ça. Pourquoi? Parce qu'à l'avenir, quel est le regard que mon fils aura sur moi? Et même moi-même, je m'inquiétais de ça. Je me disais, attends, moi, ce que je suis en train d'écrire là, est-ce que je ne vais pas vraiment du tout causer un problème entre moi et mon fils à l'avenir? Demain, qu'est-ce qu'il va dire de sa maman? Ou bien, qu'est-ce qu'on va lui raconter de sa maman? Alors donc là, j'ai arrêté. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas la tête tranquille de publier ça, mais également il y a ma maman qui m'interdit d'arrêter ça, alors j'ai arrêté. Mais maintenant cette histoire-là, elle est toujours là avec moi, elle me ronge, parce qu'à chaque fois que je lis des livres, donc je me retrouve avec cette même histoire, même si parfois il y a une petite différence entre mon histoire et l'histoire des autres qui est racontée dans les autres livres. Mais je me dis alors, quelle est donc la solution pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Alors je me suis dit donc peut-être pourquoi pas ne pas se confier à un auteur ou bien une auteure avec eux. Donc vous, chères dames qui sont là,
vous racontez mon histoire pour que vous l'écriviez. Puisque moi, on m'interdit. Il y a une maman qui est là à côté qui m'interdit de publier. Donc, il y a moi, ma conscience personnelle qui me dit que ça, tu ne dois pas écrire ça. Alors donc, qu'est-ce que je dois faire? Et que cette histoire-là, elle est toujours là avec moi. Et j'ai vraiment envie de me débarrasser de cette histoire. J'ai vraiment envie de me séparer de cette histoire-là. Mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? Alors là, je pose la question à vous, peut-être particulièrement à ma Dombay Fatimata Diallo, qui aura peut-être la réponse. Merci. Alors, Dombay, d'abord, il y a plusieurs formes d'écriture. Il y a l'écriture autobiographique, mais il y a également la fiction. Si tu penses que de toute façon, on n'écrit que lorsqu'on a des choses à dire. Si on n'a rien à dire, en général, on se tait et le silence est fort confortable. C'est lorsque les silences sont rouges, qu'ils bouillonnent, c'est là qu'il y a quelque chose qui va péter. C'est là que le volcan va exploser. Et donc, le conseil que je te donnerais, c'est de sortir ton histoire. N'en parle pas à ta maman. N'en parle pas à ton fils. Écris-la d'abord pour toi. Parce qu'il y a une forme d'écriture thérapeutique pour soi déjà. Et ensuite, si tu penses que ton histoire va pouvoir, si tu penses que l'écriture est suffisamment bonne pour être publiée et pour être lue par d'autres, tu la publies. Et si tu penses qu'elle peut avoir une utilité pour les autres, tu la publies. Parce qu'il y a deux choses quand même. Il y a l'écriture et la publication. Passer le cap de la publication, c'est accepter le regard des autres. Et lorsque tu es vrai, lorsque tu es juste, ta maman sera très fière de toi quand tu sortiras ton livre. Parce que ça va sonner juste. Parce que ce n'est pas une critique. Parce que ce n'est rien d'autre que dire ce que tu es. Et ce que tu es, c'est beau. C'est toujours beau. Je voulais rajouter juste 2 mots. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle voudrait qu'un auteur peut-être qu'elle raconte son histoire à un auteur pour qu'on puisse écrire son histoire à sa place. Oui, c'est possible, mais moi je dis toujours, il y a ces émotions-là que toi tu as vécues, que l'auteur, l'écrivain ne va pas ressentir à ta place. Donc c'est beaucoup mieux, comme elle l'a dit Fatimata, de l'écrire même si tu passes pas d'abord au stade de la publication. Mais je pense que ces émotions-là, tout ce que tu ressens, c'est difficile quand même de transmettre ces émotions à la personne qui écrira ton histoire. Voilà ce que j'avais à dire. Je voulais répondre. Moi, je donne vraiment une position très très personnelle par rapport à cette question. Moi, personnellement, je n'aime pas les gens qui ne s'assument pas. Personnellement, quand quelqu'un ne s'assume pas, je ne juge pas la personne, mais je ne reste pas à côté de la personne. Je ne veux pas que la personne me contamine. J'ai déjà une dose de courage, une dose d'assurance que je refuse de perdre, quel que soit lambda. Et ça, c'est quelque chose que toute femme doit avoir. Il faut que tu t'assumes. S'assumer, c'est mettre une barrière entre ton fils et toi, ton père et toi, je sais pas. C'est mettre cette barrière. Et c'est une barrière qui est infranchissable. Parfois même, je peux dire une barrière entre cette voix qui te dit de ne pas publier et toi-même. Il faut s'assumer. Et quand on veut s'assumer, on s'assume totalement. Ce dont tu parles, j'appelle ça de la peur. Ta maman n'est pas toi. Ton fils n'est pas toi. Toi, c'est toi. En dehors de toi, il n'y a que toi. Et si tu ne t'assumes pas, moi, je dis, je ne reste pas à côté. Je ne dis pas ça pour juger, je parle en général. Et écrire, c'est vrai, on a donné les thérapies et autres, mais il faut savoir qu'on s'est lancé dans une lutte et quand on lutte, tu te mets à dos des personnes et ça commence par des proches. Il faut que cela entre suffisamment, même dans ton subconscient, que tu l'assumes totalement. Ce n'est que comme ça que tu pourras braver tout le reste. Merci. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour à la jeune génération qui monte et que nous encourageons, nous félicitons. Je pense qu'on a aujourd'hui senti, je vais dire, l'importance de l'acte d'écrire. L'importance à la fois pour soi-même, c'est une sorte de miroir, de révélation ou de regard qu'on peut porter sur ce qu'on est, ce qu'on a été ou ce qu'on veut devenir. Mais en même temps, c'est un acte qui a des résonances sociales très importantes et qui vont dépasser sûrement notre époque. Parce que vous écrivez aussi pour la postérité, mes chers. Vous n'écrivez pas pour aujourd'hui, maintenant, le Sénégal d'ici, mais demain, espérons qu'en l'an 3000, il y a des jeunes qui vont vous lire et qui vont retrouver des choses. Je pense que dans cette relation à l'écriture, vous ne devez pas oublier que vous êtes aussi des artistes, des créateurs, que vous partez d'une matière, mais que vous devez la transformer. Ce n'est pas des autobiographies brutes que vous faites. Vous créez. Quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est Fatimata. Il y a de la fiction. Il y a de la narration, mais il y a de la fiction. Le point de départ, c'est un petit bout de réalité. Une pépite d'or que vous avez trouvée. Mais vous allez transformer ça. Mais ça peut être aussi un morceau de boue
c'est ce que Baudelaire a dit. Tu m'as donné ta boue, j'en ai fait de l'or. Parce que le rôle de l'écrivain, c'est de faire, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, même pour ceux qui ne pourront pas faire ça. Nous, Africaines, nous avons aussi le devoir d'écrire pour celles qui ne peuvent pas parler. Et si nous racontons une histoire, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un qu'on a connu, on parle pour des tas d'autres. Moi, j'ai écrit un recueil de nouvelles. La première nouvelle, je me suis inspirée, je dis bien inspirée, c'est presque autobiographique, de ma mère. Mais j'étais le 23 juin à Ziguinchor, dans une salle plus remplie que celle-là. Je ne sais pas le nombre de personnes qui ont pleuré en disant « Vous avez parlé de ma mère ». Vous imaginez? Donc, ce que vous faites, ça vous dépasse. Je est un autre. Et vous essayez d'accéder, je crois, à cette sorte d'universel. C'est l'humaine condition. Il y a des tas de gens qui vont vivre peut-être ces expériences et qui vont tirer des leçons de ce que vous pourrez dire, que vous pourrez masquer. Mais d'une part, tout le monde a peur. Avant que je publie ce petit bout de recueil de 8 nouvelles, j'ai reçu le compte-rendu du comité de lecture de l'Harmattan et j'ai dit, je ne publie pas. Je ne publie pas d'après ce qu'ils m'ont dit. Je crois que ça ne va pas. C'est ce que je me suis dit. Ensuite, je ne faisais jamais rien sans demander à mon mari, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors cette fois-ci, je lui dis, tu veux lire mon brouillon? Il me dit non. Tu veux lire mon bon à tirer? Il me dit non. Ah, ça me pose un problème, personnellement. Est-ce que ça va ou pas? J'ai besoin? Bon, j'ai des amis qui ont lu. Alors, le livre sort, je le prends. Je prends le premier exemplaire et puis je le lui donne. Il lit et puis le lendemain, il me dit, j'ai mal dormi. Ouh. J'ai eu peur. Mon beau-fils a dit à ma fille, ah bon, c'est Mémé qui a écrit ça? Donc vous voyez, il y a forcément un impact sur mon environnement, que je le veuille ou non. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, sauf je dis dans la première nouvelle, où quelque part c'était mon enfance, ma mère, parce que quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que ta mère pour toi? Mais alors cette question, nous tous, les hommes comme les femmes, on va se la poser et se demander, qu'est-ce que nos mères, toutes les mères ont apporté aux enfants qu'elles ont éduqués? Quels sont les sacrifices qu'elles ont faits en silence? Est-ce qu'on n'a pas le devoir de témoigner à travers une maman? Il y en a combien d'autres qui sont reconnus, qui sont honorés? Donc quand vous écrivez aussi, c'est ça peut-être qui vous encourage. Tout à l'heure, je disais à une jeune fille, c'est Barreau, comment vous avez commencé à écrire? À Niella, on avait un petit cercle avec Madame Petitin, atelier d'écriture comme ce que vous avez vécu. Et vous voyez, elle traîne, parce que elle traîne, il faut lui dire ça. Et on s'entendait, on se lisait, on se corrigeait. Et un jour, il faut sauter. Il faut sauter dans l'arène et on va dire advienne que pourra. Mais tout de suite, vous avez vu Fatimata, deuxième bond, elle y est. Et il faut sauter, comme l'a dit notre marraine ce matin. Il ne faut pas attendre, il faut continuer à écrire. Parce que vous forgez, je vais dire, votre personnalité d'écrivain. Ce n'est plus vous, la personne civile née ici, là. Vous devenez un écrivain, c'est autre chose. Je crois qu'à partir de ce moment-là, il faut avoir le courage de se dire, je travaille, je fais œuvre d'art, j'ai un message à donner, je me bats pour tel ou tel problème que les femmes ont, les grossesses précoces, les mariages forcés, les personnes qui ont des handicaps ou autres, tout dépend de votre thématique. Quelque part, il y a des milliers d'autres qui vont se reconnaître dans votre histoire et qui vont peut-être trouver le moyen de régler leurs problèmes à partir de votre histoire. Donc je crois que tout ça, ce sont des encouragements. Et votre génération, vous avez votre voix, votre réponse aux problèmes de notre époque, qui ne sont pas celles d'Aminata Sofal, d'Annette Mbaye d'Erneville, de Ken Bougoul. Demandez-lui quand elle a publié le Baobab Fou, ce qu'elle a attrapé comme... J'ai un collègue tout le temps qui voulait l'agresser et je lui disais mais non, c'est pas Marietou Mbaye, c'est Ken Bougoul, laisse-la tranquille Marietou Mbaye. Donc vous voyez, c'est pas facile, donc n'ayez pas peur. Allez-y madame. Bonsoir, Maimouna Kébé, juriste, mais surtout amoureuse de la littérature. Bravo pour ce très beau panel. Je crois que je vais essayer d'être assez brève. Je suis assez touchée parce que j'ai ressenti donc à travers donc les intervenantes et les panélistes que d'une part l'élément déclencheur pour chacune d'entre vous, j'ai un doute pour Madame Fall, avait été à l'origine donc peut-être des blessures, des souffrances, donc qui ont créé des brèches, des failles
qui ont été donc des éléments déclencheurs ou un événement, éléments déclencheurs donc à votre écriture. Et ensuite, que vous tentiez, ou en tout cas que vous aviez le désir donc d'écrire, donc soit de manière autobiographique, autofictionnelle, donc cette souffrance de le coucher sur le papier, donc des souffrances donc qui ont été plus ou moins vécues, de manière plus ou moins édulcorée. Et ce qui m'interpelle, je suis assez interpellée par le fait qu'il y a l'origine donc de l'écriture de beaucoup de femmes donc aujourd'hui au Sénégal ou en Afrique, donc des souffrances qui sont vécues. Et du coup, je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment une écriture donc féminine, donc qui est propre à cet espace et à ce temps-là particulier, donc qui s'exprime? Parce que j'ai l'impression qu'à d'autres époques ou dans d'autres sphères du monde, il n'y a pas nécessairement, ou en tout cas cette écriture qui exprime une souffrance personnelle, n'est pas nécessairement aussi répandue dans le milieu littéraire d'autres sphères du monde. Tant de la part des hommes, c'est une interrogation, hein. Tant du côté des femmes que du côté des hommes. Donc une interrogation, est-ce que c'est vraiment propre à notre époque et à notre espace, ou est-ce qu'au contraire, dans d'autres époques ou dans d'autres espaces actuels, on a cette écriture féminine qui est un peu donc une sorte d'expression d'une souffrance personnelle qui a été vécue. Autre aspect donc qui n'est pas directement lié, donc c'est la question donc du féminisme en fait, hein. Et de ce vocable, c'est extrêmement compliqué en fait cette notion-là, parce qu'il y a un large éventail, donc ça va de l'insulte, on vous taxe, on vous traite de féministe, donc ça sonne comme une insulte, et d'autre part c'est également perçu, on peut également donc l'interpréter comme étant une qualité dont sont dotés tant les hommes que les femmes, et donc on peut tout à fait se mettre d'accord sur cette définition minimum qui est tout simplement donc le désir d'une justice, d'une égalité entre les hommes et les femmes, la fin des violences et des discriminations, et tout simplement donc le fait de pointer donc certaines injustices dont sont victimes les femmes à la même enseigne que des hommes, des personnes handicapées, les enfants, etc., etc. Voilà, donc je crois que c'est une étiquette extrêmement complexe. Il faudrait peut-être parvenir à la dépasser d'une manière ou d'une autre, surtout que pour beaucoup de personnes, tant les hommes que les femmes, le mot même de féminisme en fait ça suscite donc certaines passions qui font que même si sur le fond on est d'accord, on est complètement freiné par le mot, donc qui est complètement rédhibitoire pour certaines personnes. Merci. Alors moi, je voulais juste dire un mot sur André-Marie Gagne, qui est un professeur émérite de littérature. J'espère que vous avez profité de son verbe. Elle a écrit un fabuleux ouvrage qui s'appelle La fileuse d'amour. Et ça, c'est à lire, vraiment. Alors, la deuxième chose, en ce qui concerne les béances, les souffrances et tout ça, qui serait moteur ou origine, qui donnerait leur origine à l'écriture, moi je dirais que le génie littéraire, il est asexué. Il n'a pas de sexe. Le génie littéraire appartient autant aux hommes qu'aux femmes. Seulement, je pense que la femme qui porte la vie, qui a le don de donner la vie, est plus portée vers l'intime, vers la description de l'intimité. Les hommes ont plus peur de leur intimité, parce qu'ils savent la puissance qui se trouve dans l'intimité. C'est en quittant son soi, en allant vers les autres, et des autres tirer la puissance des autres et la ramener à soi, c'est ça qui fait la puissance aussi des femmes. Et je pense que les hommes n'ont pas ce talent-là, ce talent d'aller plonger dans l'intimité, ils l'ont moins que les femmes. Même si, toute proportion gardée, je trouve que ceux qui ont décrit les meilleurs, les affres les plus horribles des femmes, ce sont des hommes. En littérature française, Racine, lorsqu'il décrit la passion de Phèdre, amoureuse de son beau-fils, j'ai langui, j'ai séché, c'est juste incroyable. On se demande, mais comment il a fait pour avoir cette vision de la femme? Donc, je pense, quant à moi, que les souffrances, c'est une bonne porte d'entrée. Je dirais même c'est juste une fenêtre. Après, c'est ouvert à tous les vents, en fait. Je pense que tu as dit l'essentiel. Hein. En fait, je lui ai donné le micro parce que comme elle est prof de français, donc elle a plus de connaissances en matière littéraire internationale. Donc, je voulais qu'elle réponde à la seconde question de savoir si les auteurs internationaux écrivaient aussi lorsqu'ils étaient face, que ce soit homme ou femme, hein, lorsqu'ils étaient face à une douleur. Donc, bon, elle n'a pas répondu, je sais pas. Voilà. Donc, je pense que vraiment... Un auteur colombien, Octavio Paz, il disait que la souffrance est la meilleure des inspirations. Qu'on n'écrit pas quand vous êtes bien, dans votre cocon et tout ça, mais vous pensez à tout sauf à écrire. Vous profitez.
Vous écrivez parce que vous avez des choses à dire, tout simplement. Donc l'élément déclencheur, c'est vraiment, oui, une souffrance personnelle ou être face à une situation qui nous dérange, même si elle ne nous atteint pas nous personnellement. Moi, par exemple, lorsque j'assiste à une scène qui me choque, je donne un exemple, je suis à Conakry et il y a un quartier, je suis passée un jour devant, il y a quelques semaines, et ils ont rasé. En fait, ils sont en train de récupérer les domaines de l'État et ils ont rasé des maisons de familles qui ont vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, j'étais dans la voiture avec une collègue, on allait en ville et je vois ça et je commence à pleurer et j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit et j'ai publié le texte. Donc, c'est soit des douleurs, parce que c'est une douleur aussi, hein. Donc, voir ça, ça a provoqué quelque chose. Donc, en tout cas, il faut toujours qu'il y ait un élément déclencheur. Et pour revenir aussi à l'écriture féminine, j'ai participé aux 72 heures du livre à Conakry tout dernièrement. Et il y a un monsieur, d'ailleurs on a eu un panel avec que des femmes. Et ce monsieur, il a dit, mais je ne comprends pas pourquoi les femmes n'écrivent que des sujets liés aux femmes. C'était la question. Ça a un peu choqué l'assistance. On dit, mais qui mieux que les femmes peuvent parler de problèmes de femmes, tout simplement. Voilà. Justement, tout ce que les Blancs disent justement de l'écriture des personnes noires sur les personnes noires et pourquoi elles veulent tout le temps parler d'elles-mêmes, etc. Mais bon, après, faut voir, hein, est-ce que l'idée de prendre la parole, on la prend pour soi et pour les nôtres? Et donc, les femmes, ce sont les nôtres, n'est-ce pas? Et j'aimerais beaucoup qu'on entende aussi des lectrices dans la salle, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des clubs de lecture qui sont là. Madon, ne te cache pas. Oui, j'ai réfléchi à la question et si on doit prendre dans toute l'histoire de la littérature et qu'on essaye de voir est-ce qu'on a eu autant d'auteurs hommes que d'auteurs femmes, je pense que les femmes seraient défavorisées encore aujourd'hui. Alors, sous les matelas, ce sont nous toutes les femmes privilégiées qui avons trouvé le temps de nous asseoir et d'écrire. Parce que je pense que pendant le siècle des Lumières et même avant, si on remonte vers le 13e, 11e jusqu'au 7e siècle, je ne suis pas certaine que les femmes avaient le temps de s'asseoir et d'écrire. Et ça, Virginia Woolf le décrit très bien dans Une chambre à soi. Je pense que c'est encore très récent que les femmes aient le temps d'écrire. Parce qu'avant, elles n'avaient pas ce temps matériel-là que les hommes pouvaient avoir pour s'asseoir et produire. Donc, effectivement, si on doit étudier la littérature, on va se rendre compte que nous avons une littérature masculine. Et cette littérature masculine-là va être tournée vers ce qu'on appelle les grandes thématiques, etc., en termes de littérature. Mais si on avait eu autant de femmes qui avaient écrit dans l'histoire que d'hommes qui ont écrit dans l'histoire, peut-être qu'on aurait pu voir réellement si en d'autres temps, en d'autres lieux, en d'autres espaces-temps, est-ce que toutes les femmes du monde sont intéressées par l'intérieur ou bien de pouvoir raconter les choses, on va dire, qui se passent beaucoup plus à l'extérieur. En réalité, votre question, elle m'a fait repenser à ce point-là bien particulier. Nous n'avons pas encore atteint un seuil critique de femmes dans un espace-temps long d'écriture, des fois, pour pouvoir nous asseoir et dire, parce que c'est maintenant. Et ça revient encore sur la charge que portent les femmes. Et à chaque fois qu'on dit des choses basiques comme ça, on le prend pour du militantisme. Ce n'est pas du militantisme, c'est juste de la réalité. Bon, c'est aussi du militantisme. Mais en fait, c'est juste de la réalité de dire que pendant des siècles et encore aujourd'hui, les femmes n'ont juste pas le temps matériel de se poser et de produire des choses de l'esprit. On ne peut pas être, excusez-moi du terme, abruti de travaux ménagers, de travaux champêtres, s'asseoir, prendre du recul pour pouvoir penser, créer, écrire. Et voilà, c'était ça. Bonsoir, moi c'est Eva Rassoul, journaliste, communicatrice et féministe. Ma question c'était, est-ce que si l'écriture reste seulement féminine et qu'elle n'est pas une bonne dose de féminisme, est-ce qu'il y aura un réel impact sur les luttes? C'est ça ma question en réalité. Je pense que j'avais essayé de parler de ça au début d'écriture. Il y a une question. Si elles ont à dire, je préfère. Non, je voulais juste dire que j'avais essayé déjà d'essayer d'aller dans le sens de d'écriture féministe et d'écriture féminine et l'écriture et le féminisme. Parce que l'écriture féminine, c'est écrire, ce sont des femmes qui écrivent pour tant de sujets que d'autres. Le féminisme, c'est un mouvement de lutte de droit. Donc déjà, au niveau de la définition littérale, ce n'est pas la même chose. On n'écrit pas, on écrit pour plusieurs raisons qu'on a largement évoquées ici. Écrit ce soir, thérapie personnelle, tout ça, ça demande déjà que ce n'est pas le féminisme,
ce n'est pas le féminisme. Maintenant, le regard que l'autre porte à l'action que je pose à travers mon écriture, là, elle reste libre. Parce que la critique, elle est du moment où j'ai déjà produit. Maintenant, l'autre est aussi libre de critiquer, d'amener sa dose. Et je pense que ce sont des stéréotypes. Ce sont des stéréotypes auxquels les femmes, nous avons longtemps été victimes. Ce sont des stéréotypes qui habitent nos actions quotidiennes. Dès qu'une femme met le pied dehors, bien elle ne fait pas, on dit déjà féminisme, parfois sans même regarder ce pourquoi elle se plaint, pourquoi elle se plaint. Donc je pense écrit féminin ne peut pas forcément dire féministe. Ce que j'ai dit, c'était les mots de la même famille. On pourrait les mettre dans le même champ lexical, mais on ne peut pas les définir comme étant les mêmes choses. Je pense. C'est ce que je veux répondre à sa question. Peut-être d'autres vont apporter. Oui, je pense que que les femmes écrivent, ça ne signifie pas que la posture va être féministe. Là-dessus, on est d'accord. Les femmes vont reproduire souvent aussi des discours assez sexistes, assez stéréotypés, etc. Par contre, est-ce qu'il y a des auteurs, il y a des autrices qui choisissent de parler en se disant, moi, ma posture, elle est féministe et elle est assumée et c'est vers ça que je m'en vais. C'est ça. Donc, lorsque Selbe ou une autre qui chante ou quelqu'un d'autre qui peint, qui fait du graffiti, whatever, nous dit « ma posture est féministe », là, on est dans ce qu'on appelle le self-identification. Et donc, c'est aussi une posture politique. Alors, justement, pour rentrer dans ton questionnement, je pense que assumer le politique, la part de politique dans notre démarche, c'est important si elle existe. Et cela ne se résume pas seulement aux personnes qui écrivent, c'est aussi les personnes qui lisent. Qu'est-ce qu'on choisit de lire? Qu'est-ce qu'on lit? Avec Madon, justement, que je taquinais tout à l'heure, il y a un club de lecture afroféministe. Quand la discussion a commencé, les hommes sont venus. Au départ, on avait comme la petite conversation. Est-ce qu'on associe les hommes ou pas, etc. Et ils nous ont même pas laissé terminer. Il y avait des commentaires. Oui, pourquoi juste des femmes? Qu'est-ce qui se passe? Vous nous discriminez. Vous n'avez pas lu telle personne et telle autre. Et on a dit, mais c'est ça, le mansplaining. Vous nous expliquez déjà tout de la littérature, donc des femmes. Donc non, vous ne viendrez pas en fait. Et donc oui, il faut voir justement quand la posture est là, c'est bon qu'elle soit assumée en fait. Donc c'était tout sur la question. Pour ne pas ajouter, juste quelqu'un est venu tout à l'heure dans mon stand. Au niveau du stand, il m'a demandé pourquoi le salon du livre féminin de Dakar. Juste là pour le stand. On voit jusqu'où ces questions de féminin, jusqu'où ça peut aller. Passe les autres personnes. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai pris la parole surtout pour revenir à cette notion de courage que nous devons avoir, nous autres femmes. Parce qu'aujourd'hui, si René Maran n'avait pas le courage de dénoncer les dysfonctionnements et les abus du colonialisme, il n'aurait pas reçu le prix Goncourt. Si notre jeune frère Mohamed Mbougar Sarr avait peur aujourd'hui qu'on le mette dans certaines cases, avoir le courage d'exhumer un procès, voilà, donc déjà classé depuis bien longtemps, et donc qu'il trouve anormal, il n'aurait pas reçu le prix Goncourt. Donc, n'ayons pas peur d'être jugés, n'ayons pas peur de recevoir certains qualificatifs qui nous met donc dans des cases telles que féministes, telles que révolutionnaires, etc. Il le faut. Pour gagner des luttes, on a besoin de se battre. Si on ne se bat pas, personne ne le fera à notre place. Et c'est maintenant que ça commence. Sinon, le temps va passer, et c'est peut-être à la 10e génération que le problème sera réglé. Parce que le besoin, il est là. Il nous faut commencer ces combats-là et être patiente parce que ça ne va pas se terminer d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Peut-être que je ne veux pas être pessimiste. Peut-être que c'est après nous. Mais nous aurons au moins la conscience que nous avons démarré quelque chose aujourd'hui, donc qui va donner quelque chose de meilleur pour nos petites filles et peut-être nos arrière-petites filles, on ne sait jamais. Merci bien à toutes et à tous pour l'écoute. Bonsoir à tout le monde. Donc, on m'interdit de prendre la parole. Alors, ce que je voulais dire, c'est que un peu pour parler de littérature féminine et de littérature féministe. Donc, je pense que il est important que les écrivaines, je dis ça, puissent s'assumer déjà d'être écrivaines, déjà de prendre la parole, d'avoir le courage d'écrire parce que il faut du courage pour le faire. La famille derrière, les amis, etc. Juste un exemple, quand moi j'ai terminé mon manuscrit, parce qu'il y a des parties où je parle un peu de sexe et tout ça, la première chose, quand c'est publié, la première chose c'est pourquoi tu parles de ça, si ton papa le lit, si la tante, etc. Alors que tu n'es pas mariée, on va penser que voilà. Je dis mais il fallait que je le fasse parce que c'est l'élément déclencheur. Donc il fallait que je le fasse. Donc déjà, on nous met des limites en tant que femme
à la création. Et au moment de créer, quand tu penses qu'il y a une badiane à côté, il y a mon père, il y a ma mère, il y a la famille et tout ça, si on écrit ça, on va nous mettre dans des catégories et tout. Là, on est bloqué dès le départ. Alors, moi, mon deuxième roman, je l'écris depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je n'ai pas terminé du tout parce que je n'avais pas le début du roman. Voilà, j'écris beaucoup de choses, je parle de la Casamance, parler de féminisme, parler de beaucoup de choses, mais je n'avais pas le début du roman. Alors un jour, pour parler un peu des inspirations, un jour sur Facebook, je vois un monsieur qui parlait du 8 mars et qui disait que chaque fois, quand c'est le 8 mars, on parle des femmes, on montre à la télé des femmes médecins, on montre à la télé des femmes qui ont fait de grandes études et tout ça. Pourquoi on ne parle pas des prostituées? Pourquoi les prostituées ne sont pas invitées dans les plateaux de télé pour qu'elles parlent de leur boulot? Parce que voilà, bon, au départ, c'était fou, on a rigolé et tout, mais moi, c'était mon début, quoi. J'ai trouvé le début de mon roman. Alors c'était pourquoi pas les femmes professionnelles du sexe. Elles ont aussi des droits, elles ont aussi des choses à réclamer, même si elles sont exclues dans la société et tout, parce que voilà, elles pratiquent un métier et tout ça. Et puis voilà, mon début, c'est des prostituées qui descendent sur le terrain, qui marchent à la place de la nation et qui vont revendiquer leurs droits. Et ça, c'est le départ de mon roman. Et puis c'est parti, voilà, je suis presque à 200 et quelques pages que je n'ai pas fini et que je n'ai aussi pas peur de publier du tout. Je m'en fous, je raconte des choses, enfin c'est pas que je m'en fous, désolée de le dire, mais je dis des choses que je sens, des choses que j'ai envie de partager avec les gens et tout. Donc déjà le premier roman, on me disait que c'était féministe, parler un peu de féminisme et tout ça, mais moi j'ai trouvé que c'était trop timide. Comme roman, sérieusement, qui venait de moi, c'était trop timide. Donc là, le deuxième, c'est pas que j'ai tapé très fort, mais je pense que j'ai mûri, je pense que j'ai grandi par rapport à beaucoup de choses et que il fallait dire les choses telles qu'elles sont. Donc, pour parler un peu par exemple, comme Paul l'a dit tout à l'heure, écriture féminine, écriture féministe, que ce soit une écriture féminine, quelque chose comme ça, on dénonce. On parle des choses qui ne nous plaisent pas en général et tout. Et après, ça peut verser dans l'écriture féministe directement parce que, voilà, à peu près, il n'y a pas une très, très grande différence. Déjà, on est femme, déjà avoir le courage d'être une femme, avoir le courage d'écrire, d'oser dire des choses, de publier et de savoir qu'on va être lu par des hommes, par des femmes, par la famille, etc. Déjà, ça, c'est un acte de courage. Donc voilà, merci à tous. Merci pour ce beau panel. Beaucoup de pensées, vraiment. C'est très riche. Mais je vais juste poser 1 ou 2 questions. Donc, moi, je me demande comment vous arrivez à trouver un juste milieu comme auteur entre le phénomène de l'imposteur, l'autocensure, mais aussi ce que Toni Morrison appelle le regard sur soi. Et donc, je me demande comment vous trouvez ce juste milieu. Et aussi par rapport aux émotions que l'écriture peut susciter. Par exemple, Fatimata Diallo a mentionné comment la souffrance est une fenêtre. Donc, je me demande si, dépendant de votre thématique et des émotions suscitées, vous utilisez différents genres. Par exemple, moi je fais partie de ceux qui vous assignent des étiquettes. Je suis enseignante-chercheur en littérature africaine d'expression anglaise, mais aussi francophone. Et donc, je vais nécessairement vouloir lire vos écrits, pas seulement comme écriture féminine, mais écriture femme, écriture féministe. Et donc, je veux aussi soulever un peu les débats c'est le débat que nous avons, nous, qui vous assignons les étiquettes entre ces différences. Est-ce qu'on doit utiliser le langage d'écriture femme? Dans le monde anglophone, je crois que c'est déjà réglé, on parle de women's writing, mais dans le contexte francophone, c'est toujours une sorte de controverse. Et donc, je ne suis pas trop. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et la question par rapport aux émotions douloureuses que l'écriture peut évoquer et au risque de revictimisation. Je crois que Waha a essayé de poser cette question. Et j'aimerais bien vous entendre revenir sur cela. Merci beaucoup. Entre l'imposteur, l'autocensure
et le regard sur soi. Nous sommes au carrefour de toutes ces choses-là. Je dois dire que c'est juste ce mot-là. Quelqu'un qui écrit, un écrivain n'est pas un monolithe. Il est au carrefour de plusieurs influences. D'autre part, le spectre de l'écriture féminine est très très vaste. Entre ceux qui refusent même que la femme ouvre sa bouche pour parler, entre ceux qui vont vous dire non, écris pour toi, reste dans ta chambre et surtout n'en sors pas, et ceux qui portent le combat des femmes, mais le spectre est immense. Maintenant, pour les études, on a besoin d'étiqueter. Mais moi, personnellement, je ne m'étiquette pas au moment où j'écris. J'écris ce que j'ai à dire et après, c'est au lecteur. D'ailleurs, la vraie question n'est pas celui qui écrit, c'est celui qui lit. Et la vraie question, c'est la question de l'éducation à la lecture. C'est apprendre aux gens à lire. Le premier verset du Coran, c'est « lis ». Mais lis, ce n'est pas des chiffres, c'est apprendre à comprendre et à interpréter toi-même. C'est acquérir l'autonomie, acquérir la liberté qui te permettra justement de voir le monde avec tes yeux. Donc pour la question des émotions, moi je dirais les émotions sont même au cœur du processus d'écriture. Moi, par exemple, quand je prends toujours exemple sur moi, après parce que je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, moi il faut vraiment qu'il y ait une émotion très présente, que je la ressente pour pouvoir coucher sur papier ce que je ressens. Moi déjà, j'écris pas sans musique. J'ai des rituels. Chacune de nous là a un rituel pour écrire. Moi, il me faut de la musique pour écrire. Et des fois, je peux tomber sur une chanson et je l'écoute en boucle toute la journée et j'écris. D'ailleurs, mon premier livre, je suis tombée sur la chanson de Céline Dion, Tous les secrets. D'ailleurs, mon livre s'appelle Tous les secrets de nos cœurs au-delà des apparences. Et cette chanson, et d'ailleurs, je remercie Céline Dion parce que c'est grâce à elle, grâce à cette chanson que j'ai pu écrire. Et des fois, en écrivant, il m'arrive de pleurer. Je pleure mais énormément et des fois, j'arrive même à revivre certaines douleurs. Donc à ce moment-là, je stoppe parce que c'est tellement douloureux que je préfère m'en éloigner et revenir dessus. Le processus d'écriture pour ceux qui écrivent est un processus mais tellement qui fait mal, qui fait très très mal. Donc moi quand j'écrivais mon livre, je pouvais me réveiller des fois à 2h, 3h du matin parce que dans mon rêve, je rêve d'une inspiration et je me lève et j'écris pendant 3 heures d'affilée, donc je dormais plus. Donc je dirais les émotions sont vraiment au cœur d'un projet d'écriture. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Concernant le syndrome de l'imposteur, l'autocensure et le regard sur soi, par exemple moi, mon syndrome de l'imposteur est très fort. Je dois lutter de manière consciente contre ce syndrome-là tous les jours. Et c'est important de le dire. Je trouve que c'est important de le dire. Les choses que je fais, que vous voyez, qui vous semblent aisées et qui peuvent des fois, quand vous me rencontrez dans des espaces, « Ah, j'aime ce que tu fais, je suis fan de toi, etc. » Ils ont eu un vrai coup. Pour que j'arrive à dépasser ça, le publier et le poser, ça c'est wow. C'est pas évident. Et donc, j'ai ce syndrome de l'imposteur-là. Et si vous l'avez, il n'y a pas de problème. Ça marche. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas valable. Il est très valable. Par contre, vous pouvez le tourner un petit peu à votre sens. Ça va vous donner plus de conscience de la qualité du travail que vous voulez mettre. Pas le perfectionnisme, parce que des fois, on peut se retrouver enfermé dans ça. Ça peut être dangereux à mon sens. Mais dans tous les cas, vous allez être conscient du travail que vous faites et de la qualité que vous voulez mettre dans ce travail-là. Et avoir ce syndrome de se dire, suis-je légitime pour le faire? Suis-je légitime pour écrire ça? Suis-je légitime pour aborder tel sujet, etc. Comment je l'aborde? De quoi je parle? Est-ce que c'est quelque chose que je connais, etc., etc., et avancer. Et donc, jusqu'à présent, là, en lançant Conversation féminine au mois de mars, Fatimata fait partie des premières personnes qui ont été au courant de ce projet de conversation féminine. J'étais justement sur un panel qu'elle avait organisé avec Émilie. Et donc, avant de lancer Conversation féminine au mois de mars, l'idée était avec moi depuis mars 2021. Et j'ai passé ma vie à me réveiller tous les matins en disant « Mais qu'est-ce qui me permet de pouvoir dire que je suis capable de faire ça? Mais pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Mais il y a des personnes beaucoup plus légitimes pour faire ça. Et si je ne le fais pas bien, et je ne suis pas journaliste, et je ne connais pas les interviews, je ne sais pas c'est quoi un protocole d'interview, mais pourquoi je veux faire un podcast, j'y connais rien, et je ne sais pas monter, et je n'ai pas de matériel audio, et je me mettais, j'arrêtais pas. Et une fois, j'ai un ami qui me dit
Et ça m'a sauvée. À un moment, je l'appelle, on est en train de parler, etc. Je lui dis, ouais, ok, on y est. J'ai commencé à en parler à des gens que j'allais faire ça, mais tu sais que je ne vais rien faire. Il me dit, si la plupart des journalistes que nous connaissons, si 2 d'entre eux avaient la même conscience que toi sur ce qu'ils font, peut-être qu'on aurait des papiers de meilleure qualité. Et ce n'est pas pour jeter la pierre sur des journalistes ou autres, mais c'est pour dire justement que ça a été un petit déclic, mais ça m'a aidé. Et le fait aussi de donner à d'autres à lire, qui je sais, ils savent comment je suis et le mal que j'ai par rapport à cette question-là. Quand ils me font des retours, ils savent quel type de retour ils me font, comment ils le font, etc. Et ça m'a permis, moi, de pouvoir continuer à avoir mon syndrome de l'imposteur allègrement, mais que ce ne soit pas un frein qui va m'enfermer dans quelque chose et que je ne serai plus en mesure de pouvoir produire. L'autocensure, je ne l'ai pas, parce que j'ai la chance d'être quelque part, d'avoir grandi dans un cercle familial qui me permettait d'exprimer tout ce que j'avais à exprimer. Donc, en règle générale, je n'ai pas de souci d'exprimer des choses. Par contre, je l'ai rencontré, ce souci-là, en sortant de mon cercle familial. Apparemment, ça ne se fait pas de dire tout ce qu'on a envie de dire comme on a envie de le dire. Ça ne marche pas. Et du coup, j'ai appris ça. Mais moi, de manière... c'est pas naturel, c'est acquis, mais j'utiliserai naturel comme habit de langage. Pardon à tous les sociologues dans la salle. Donc, de manière naturelle, je n'ai pas d'autocensure. Et le regard que je porte sur moi, j'ai appris à faire en sorte qu'il soit bienveillant. Ça a été aussi un travail, de faire en sorte que le regard que je porte sur moi soit un regard bienveillant. Pas complice, pas... je ne me jette pas des fleurs, mais au moins que je sache que je suis en train de faire, que je m'améliore chaque jour. Et une des phrases que j'utilise depuis que j'ai commencé mon parcours d'écriture, c'est un pas après l'autre. Et ça ne va pas plus loin que ça. C'était pour répondre à tes 3 points. Merci, Émilie. Merci. Regardez, il y a madame derrière qui a le micro. Oui, vous pouvez prendre la parole après. Et après, madame ici. Et après, on ferme. Allez-y, madame, oui. C'est bon. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Avant tout, je vous dis merci pour ce beau panel. Malheureusement, je ne suis pas venue tôt, donc je n'ai pas assisté aux premières interventions. Alors, je m'appelle Joséphine Béavogui. Je suis la représentante du journal national guinéen au Sénégal. L'écriture, ça m'intéresse. En fait, j'ai grandi avec un papa qui dort encore entre les livres. Un père enseignant. Comme vous le savez, les enseignants, ils ne cherchent pas de l'argent. Ils cherchent le savoir. Alors, un père pour qui le savoir, la recherche du savoir est la cause la plus noble au monde. La maison que nous habitions dans une des villes de la Guinée, il l'avait appelée la porte du savoir. Alors des fois, souvent il m'arrive de me dire que quand je vais écrire, parce qu'il faut que j'écrive, quand je vais écrire, ce sera 2 romans qui sont déjà enregistrés dans ma tête. Je sais déjà que le premier va s'intituler, je vous les dévoile, La porte du savoir, la maison où on habitait. Parce que la porte du savoir, juste au moment où j'ai essayé, c'était une maison qu'on appelait nous une grotte. Elle ne ressemblait à rien, mais à l'intérieur, il y avait quand même le savoir. Alors il a fallu que j'essaye de changer cette maison pour mon père. C'est un petit secret que je vais dévoiler parce que c'est trop rempli, je l'ai rempli dans le cœur. Il a fallu que j'essaye de changer cette maison, de lui donner une maison digne de lui pour que ma vie bascule. Tout a changé pour moi, j'ai perdu tout. Il m'est resté juste cette maison que mon père utilise en ce moment, dans laquelle mon père habite, ce qui est déjà beaucoup. Alors, mon premier roman, ce sera La porte du savoir. Le deuxième sera intitulé Le refuge en Wolof. Parce que lorsque j'ai tout perdu en Guinée, je me suis retrouvée au Sénégal, débarquée de nulle part. C'est comme si j'ai recommencé toute ma vie ici. Mais mon souci, c'est quoi? J'avais déjà commencé à écrire. Je n'ai fait que 4 pages. À chaque fois que je commence à écrire, je ne fais que pleurer et je n'arrête pas. C'est pourquoi j'ai couru aujourd'hui pour venir ici, parce que j'ai besoin de coach en matière d'écriture. Je voudrais bien me confier à une d'entre vous parce que je n'arrête pas de pleurer quand je commence. Ça, c'est mon premier souci. Si oui, comment est-ce que vous avez fait pour porter tout ce monde au dos? Parce que juste au moment où je rentrais, je suis tombée sur l'intervention de ma sœur guinéenne, celle pour qui aussi j'ai couru pour venir, parce que c'est une fierté pour moi de voir une de mes sœurs parmi vous. Vous êtes toutes mes sœurs, hein? Mes tatas et tout ça, mais un peu plus pour ma sœur guinéenne. Alors, je suis venue tomber sur son intervention. Elle disait qu'elle nommait pas les gens, mais obligatoirement, quand les gens lisaient, ils se retrouvaient dedans. Alors, comment est-ce que vous avez fait? Quand moi, je pense que ce n'est pas parce que je ne m'assume pas, hein. Il y a une dame qui a parlé de s'assumer, là. Je m'assume, hein, parce que je sais que je vais écrire et je vais écrire. Mais je reste africaine, attachée
à mes valeurs culturelles et sociales. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour porter tout ce monde sur le dos? Parce que moi, je sais que quand je vais écrire, j'aurai tout un monde sur le dos. Tout un monde sur le dos. Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez été dans ces mêmes situations d'avoir des frères, des sœurs, toute une famille, des amis? Comment est-ce que vous avez été dans ces mêmes situations? Si oui, comment vous avez fait pour gérer ça? Merci. Oui, alors, je dirais oui, ton émotion est vraiment touchante à voir et ça montre la façon dont le panel a basculé un petit peu, montre quand même tout le poids qui pèse sur les femmes et toutes les assignations qui nous sont faites. Il y a un journaliste qui s'appelle Elgas qui récemment a écrit un article sur les écritures féministes qui sont entre le marteau et l'enclume, entre une société qui ne permet pas de dire certaines choses et l'exigence d'être soi-même et de dire les choses. Moi, j'aurais juste une réponse à te dire, c'est que écris d'abord pour toi et ensuite, s'il faut le publier, ben, tu le publieras. Mais tu as le besoin d'écrire, ben, écris. Et après, si ton expérience d'écriture peut servir à un lecteur, si un lecteur peut coexister avec toi, c'est tant mieux. C'est super parce que le livre n'est rien sans son lecteur. C'est-à-dire que dès l'instant où tu écris pour publier, il faut quand même que tu penses à la réception de l'œuvre. Et je pense que la vraie question d'ailleurs, c'est celle de la réception de l'œuvre. Parce que le lecteur qui reçoit l'œuvre, il va créer de nouveau une autre histoire. Peut-être pas la tienne, même si c'est la tienne qu'il lit, lui, il va recréer une autre histoire. C'est un processus de création perpétuelle. C'est pour ça que l'écriture est un peu magique, parce que on recrée. À chaque lecture, chaque lecteur est une nouvelle création. Bonsoir, je me nomme Defatou Mboup, je vais me mettre debout. Je me nomme Defatou Mboup et je veux dire un grand merci à Amina de nous avoir initiés dans ce groupe, nous qui sommes des jeunes et qui venons d'embrasser ce métier. Donc, primo, pour moi, c'est juste pour revenir à certaines des intervenantes qui avaient peur de se lancer, de parler de leurs histoires, de publier et tout. Moi, personnellement, je me dis, quand on écrit, c'est parce qu'on envoie un message qui n'est pas forcément, qui est la nôtre, mais qui n'est pas la nôtre dès qu'on l'envoie. Quand on écrit, c'est pas juste notre histoire qu'on écrit. On écrit l'histoire d'autres personnes qui vivent la même chose et qui ont envie peut-être, qui n'ont pas la possibilité de dire à haute voix, mais que nous avons la possibilité de dire à haute voix. Donc, à ces dames qui veulent écrire, qui veulent se lancer, je leur dis, lancez-vous. La peur, on la met de côté, on range ça dans un tiroir, on a des choses à dire et des choses qui sont vraiment importantes, des choses que la population, les gens doivent savoir et des choses qui peuvent servir, qui peuvent sauver des vies. Alors lancez-vous, publiez ces romans. Moi, c'est ce que j'ai à dire. En tout cas, un grand merci à Amina. Et mesdames, je vous dis merci encore une fois parce que on ne fait qu'apprendre avec vous et vraiment, je suis émue et je suis très fière d'être là parmi vous ce soir. Merci encore. Merci tout le monde, merci pour votre temps. Merci Zoubida, merci Paul, merci Tissou, merci Fatima. Est-ce que je peux... Merci Amina et tous tes collègues.